Bonsoir. Donc nous sommes très heureux de démarrer cette deuxième série de soirées sur la ville au prisme des genres. Donc il y a une semaine pile, nous étions ici autour de la question de la table et aujourd'hui nous allons être autour de la question de la cour d'école. Alors avec la difficulté des grèves de demain, cette séance elle est un petit peu chaotique et on s'en excuse pleinement. Un de nos intervenants qui devait être là, Vincent Romani, pour l'instant n'est pas arrivé, donc on espère qu'il va se rejoindre à nous. Et Céline Tcherkassky, qui est architecte du collectif ici, est en visio parce qu'elle aussi a eu des soucis de train. Mais elle est là et elle va sûrement démarrer. Et enfin, donc nous sommes très heureux d'avoir Thomas Vermorel Watanabe, qui est directeur d'une école maternelle et élu adjoint de la mairie du 10e, qui est là. Je pense qu'il est arrivé en vélo, peut-être est venu en transport. Ah non, en vélo. Il est venu en vélo. Et qui est là, donc merci d'être là Thomas. Et nous avons aussi Antonella Tufano, donc, qui dirige Saint-Charles à Paris-An, qui est un petit peu fatiguée parce qu'elle a dormi dans la fac toute la nuit, donc on vous le dit, mais je suis sûre qu'elle va nous faire une introduction comme d'habitude brillante. Merci le public d'être ici et merci aux amis de Facebook d'être avec nous. Bon. Bonsoir, merci beaucoup d'être là, effectivement, dans cette période qui est un tout petit peu mouvante. Cette séance devait être en effet la première séance du deuxième cycle, de la deuxième année du cycle, parce qu'on avait discuté avec des personnes et on voulait carrément faire presque un cycle thématique sur l'école, vraiment comme lieu de la fabrication du genre. Et du coup, questionner les différents espaces à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà. Donc, comme effectivement, on a dû déjà reporter cette séance une fois, et puis que bon, c'est une année mouvante, on a tenu quand même à garder une session sur, effectivement, la cour d'école, un espace partagé ou de distinction. Donc là, on avait envie d'avoir une petite séance exploratoire. Donc ça sera vraiment très, très intéressant d'avoir les deux témoignages. Parce que, quelque part, être dans la cour d'école, ça veut dire, quelque part, remonter aux origines de la construction du genre. Alors, les vraies origines se construisent à 6 ans. C'est ce qu'elle nous dit Edith Marvejoul, qui est une géographe du genre, qui a fait un travail assez approfondi de recherche, justement sur la cour d'école, d'une manière un peu large. Et elle note qu'il y a un vrai passage à 6 ans, donc entre la maternelle et le primaire, sur le type de rôles qui sont attribués. Et donc c'est là, quelque part, qui émerge une forme de stéréotype qui persiste. Après, c'est très intéressant cette notion du stéréotype. Alors je reprends une très belle conférence justement de Françoise Héritier qui dit en effet, on peut toujours remonter aux origines, mais l'important c'est de se questionner pourquoi ça perdure. Pourquoi ça perdure après si longtemps. Et donc, la question qu'on va se poser peut-être par vos témoignages, parce qu'on veut vraiment des témoignages, c'est comment on peut déconstruire tout ça. Donc je me prends encore juste 1 minute pour dire peut-être ce que j'avais repéré dans cette notion de cours qui m'intéressait. Donc la première, c'est celle, alors, pardon de mon anglais, outdoor. Tu peux? Outdoor. Voilà, elle a un anglais parfait, donc voilà. Alors, cette notion, effectivement, d'être une extériorité par rapport au lieu fermé de la classe était quelque part extrêmement riche, parce qu'on peut se dire que c'est là où justement il y a quelque chose qu'on peut explorer. Donc ça pourrait être un vrai espace d'expérimentation, un espace quelque part où on teste nos relations et là où
dans une indéfinition, parce qu'on est entre guillemets libre, enfin on devrait être libre dans les cours d'école, mais après voilà, on pourra largement revenir sur ça, c'est parce que quelque part il y a des croisements. C'est là où on voit les usages de la cour, c'est-à-dire les activités, et je vais y revenir tout à l'heure, c'est là où effectivement on construit les relations entre filles, garçons, et c'est là où il faudra questionner cette distinction binaire qui est faite. Et puis, c'est aussi un lieu où on peut tester par rapport à la pédagogie. C'est-à-dire que quand on jette un regard un tout petit peu rétrospectif du point de vue spatial, les plus belles expérimentations du point de vue spatial de la cour d'école sont faites en relation avec la fonction pédagogique qu'on peut y donner. Et donc, en effet, la question qui pourrait être sous-jacente est celle, est-ce que pédagogie expérimentale pourrait correspondre à forme de cours expérimental et quelque part comment ça pourrait construire différemment cette question effectivement des genres. Au pluriel. Donc, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, la chose principale, c'est cette histoire des activités, parce que, comme ça a été remarqué non seulement par les études, par exemple, effectivement, celui d'Edith Marvejoul, mais aussi par par un documentaire, je le retrouve, Espace, d'Éléonore Gilbert, qui, en effet, filme une petite fille, 7 ans, 8 ans, donc on est bien dans le primaire, on n'est pas chez les tout-petits, qui essaye d'expliquer à la documentariste, par le dessin, à quel point c'est difficile de trouver une stratégie pour se placer dans la cour et avoir les meilleures positions dans la cour d'école. Parce que donc, ce qu'on voit dans ces études, c'est que le centre de la cour d'école, et je pense que ça va peut-être ressortir dans les témoignages, est occupé par les garçons et les filles sont reléguées aux marges. Et que cela est encore plus fort à partir du moment où on ajoute la question de l'activité qui se réduit souvent à celle, effectivement, du jeu avec un ballon. Là où les filles, alors là je reprends vraiment les mots de la géographe, sont doublement moins fortes parce que, entre guillemets, moins musclées, donc voilà, et moins fortes parce que, entre guillemets, moins bonnes, parce qu'en effet, comme elles ont moins l'occasion de se mesurer à ce type de jeu avec le ballon, parce que voilà, on dit qu'elles ne sont pas bonnes, et bien à force de non-apprentissage, finalement, elles sont doublement moins fortes. Et peut-être vraiment une dernière chose, alors, qui était pensée aussi par rapport au travail qui est fait par Vincent Romagny. Donc, comme je ne sais pas s'il sera là avec nous, je rappelle quand même ces deux belles anthologies donc, sur les aires de jeu et l'aire de jeu au Japon. Parce qu'effectivement, cette notion du jeu, elle est fondamentale, dans le sens où le jeu, c'est une activité, c'est aussi probablement des objets ou des installations, mais c'est surtout comment on se les approprie. C'est-à-dire comment, justement, dans une construction et empowerment de genre, on passe du statut de spectateur à acteur. On est vraiment dans le jeu. Et tout ça... D'accord. Donc, et tout ça, c'est vraiment ce qui permet de dire que, bon, là, on fait une petite séance pour commencer à lancer des idées, et puis on va y revenir au fur et à mesure, parce que, effectivement, on pourra alimenter sur ces différentes choses. Le sport, par exemple, les activités, on pourra revenir vraiment sur le lien avec les pédagogies, par exemple, et comment on concilie, et c'est vraiment le dernier mot que je dis, la norme et la prise de risque
que quelqu'un peut s'assumer qu'on en est quelque part du côté de la gestion ou de la surveillance dans la cour, jusqu'à quel point on peut assumer le risque, donc jusqu'à quel point on peut réellement expérimenter. Et donc voilà, donc là on commence simplement comment dire, cette discussion et on va certainement la poursuivre à l'avenir. Donc Céline Cherkassky a conduit un travail sur les cours d'école. Après Céline, ça serait bien peut-être se présenter un tout petit peu aussi par rapport au type de travail extrêmement expérimental que tu conduis au sein du collectif. Et puis voilà, et puis tu as la parole donc pour une vingtaine de minutes. Et merci beaucoup d'être là, donc d'avoir trouvé un aménagement. Je l'ai dit, c'est compliqué, c'était compliqué de retrouver cette date pour sauvegarder un tout petit peu la soirée. Ben, merci à vous pour l'invitation. J'espère que la qualité de la connexion va pas être trop mauvaise et que ce sera pas trop coupé. Donc oui, merci beaucoup. Antonella, vous avez dit déjà beaucoup de choses de ce que je vais raconter, mais les grandes lignes sont là. Peut-être pour commencer, dire que je me sentais pas forcément très à l'aise avec cette invitation parce que je me sens pas experte en la question. Vous l'avez cité, hein, Edith Marouet-Joule est la sociologue du genre. On a d'autres experts qui, en sociologie principalement, en philosophie, qui ont porté leur regard là-dessus et qui en ont une définition quand même beaucoup plus précise. Moi, je vais surtout vous parler de ce que je fais et ce qui se passe quand j'ai les deux pieds dans la cour de récréation, mais évidemment en tant que praticienne en architecture. Et puis, pas forcément légitime, et puis aussi la crainte de répéter ce que tout le monde sait déjà. C'est-à-dire que c'est des questions qu'on discute beaucoup en ce moment, de différentes manières. On a tous des rapports différents à ça, plus éloignés, plus proches. Et voilà, j'espère ni omettre des choses, ni me prétendre experte de quelque chose. Peut-être alimenter ça. Donc en effet, on peut trouver plein de documentation aujourd'hui sur ce qui se passe en termes de genre et plus particulièrement évidemment en milieu scolaire. Edith Marouet-Joule, vous l'avez cité. L'association Jean Réville aussi a beaucoup travaillé là-dessus. Et puis le collectif Approche aussi, qui travaille sur la question de l'espace public et du genre dans un premier temps. Et Clara Young notamment aussi, qui nous a accompagnés au début quand on a dû plus particulièrement poser cette question dans les cours de récré. Donc voilà, qui ont plein de projets aussi qui sont très intéressants à aller voir et plein d'écrits là-dessus. Et puis peut-être aussi un document que moi je trouve très intéressant, c'est le numéro de la revue Z de l'année dernière, donc la revue Z qui est une revue de critique politique et qui a consacré l'entièreté de son numéro à la place de l'école. Et dedans on a plusieurs articles très bien construits sur la question du genre à l'école. Donc comme vous l'aurez compris, la question du genre, si on peut parler de ça comme ça, on n'est pas tombé dedans quand on était petit, on n'a pas fondé notre pratique autour de ça. Et donc notre pratique, elle est plutôt fondée sur quelque chose de très collectif. Donc moi, je fais partie de l'association ICI et de la coopérative là-haut, qui sont grosso modo le même groupe de personnes, d'amis, qui travaillent ensemble et qui ont décidé de fonder une structure ensemble pour être solidaires et pouvoir pratiquer de cette manière-là. Donc, on s'est un peu éduqué à la parole, au débat ensemble. Et je pense que c'est très lié à la question de l'approche de l'individu sous toutes ses différences et aussi sur tous ses points communs, parce qu'on s'est éduqué aussi à tous s'écouter au-delà de nos typologies respectives. Je ne sais pas si...
Oui, c'est bon, Céline, hein, on te voit. Ça a repris. Très bien. Donc voilà, cette pratique très collective et puis une pratique aussi tournée autour de la co-construction et de l'expérimentation, comme le disait Antonella. Donc la plupart des situations, on va se retrouver dans un cercle d'usagers qu'on va beaucoup questionner sur leurs pratiques pour comprendre leurs habitudes et puis ce qu'on peut changer, ce qu'on peut modifier là-dedans. Et donc forcément, cette habitude au débat, à décortiquer les usages, et puis surtout une attention à être sûr que tout le monde autour de la table a le même temps de parole ou en tout cas la même possibilité de s'exprimer. Et de regarder les freins qui vont pouvoir exister dans cette expression, qui soient de l'ordre du langage, de l'intimidation, du métier, de la position sociale, de la hiérarchie dans une institution. Donc je pense que c'est parce que ces questions-là nous traversaient, étaient les fondements de notre pratique, que la question du genre est venue assez naturellement comme une question comme une autre à regarder, à s'outiller dessus et à pouvoir apporter des réponses éventuellement. Donc, il est vrai que très vite, nous, on a travaillé dans cette co-construction dans les espaces scolaires parce que, évidemment, c'est là où on construit le citoyen de demain. Ça nous paraissait fondamental de se dire que les environnements qui nous entourent, les objets qui nous entourent, c'est intéressant de pouvoir en discuter très tôt et de pouvoir prendre conscience de leur impact très tôt. Et donc, on s'est très vite, depuis 7 ans, pris au jeu de beaucoup travailler avec les écoles de manière très, très immersive, jusqu'à être presque des collègues dans la salle des profs, de constituer des supports pédagogiques aussi à part entière qui questionnent l'architecture ou la fabrication en général. Et donc, on a commencé à avoir un œil aiguisé sur ce milieu scolaire, sur tous ces acteurs qui ne sont pas évidents non plus, sur des acteurs de l'éducation nationale qui souvent ont du mal à tendre le bras vers des acteurs qui eux-mêmes ont du mal à tendre le bras des collectivités territoriales qui sont propriétaires des bâtiments. Et puis, à l'intérieur même de l'équipement école, on peut avoir des animateurs de centres de loisirs qui vont aussi avoir une autre formation, un autre regard sur les enfants, des parents qui vont fréquenter, entrer partie ou entièrement dans l'équipement, des ATSEM, des agents de ménage, bref, énormément d'adultes qui vont influer le quotidien des enfants. Et notamment les agents polyvalents ou les agents de ménage ou les dames de cantine, dames et hommes de cantine ont une place importante aussi dans le quotidien de ces enfants, très importante. Donc on a, nous, de notre côté, monté une exposition et un ouvrage qui s'appelle Travaux d'école, où on a essayé de balayer une série d'exemples qui permettaient de montrer des situations différentes, des expérimentations en milieu scolaire, qui faisaient appel aux enfants aussi pour être force de proposition. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de se dire, au même titre que certains publics sont moins représentés, les enfants sont aussi très peu représentés dans la conception d'un espace scolaire, dans la conception d'une classe, d'un équipement ou d'une cour d'école. Donc c'est par ce biais-là qu'on nous a interpellés très vite sur les cours de récréation, qui sont devenus un vrai sujet, je pense, pas tant pour ce qu'elles questionnaient sur les relations filles-garçons, plutôt que sur la question de la végétalisation, d'avoir des îlots de chaleur et donc des mètres carrés disponibles qui pouvaient permettre, si on les débitumisait, d'avoir une infiltration des sols, d'apporter une qualité plus naturelle, une approche du végétal pour ces enfants. Et puis la question du genre était adjacente un petit peu. Nous, on a été interpellés notamment par la ville de Villejuif sur ces questions-là et en ayant pour regard vraiment ce qui se passait dans la cour d'école entre les filles et les garçons, ce qui se passait entre tous ces enfants. Donc au-delà uniquement d'une vision qui visait à débitumer au maximum. Et donc on a un peu aiguisé notre regard. Je peux vous donner les outils qu'on utilise. Donc on a essayé d'utiliser le plus possible des outils qui étaient, et c'est pas facile, un peu intangibles. C'est-à-dire que c'est très compliqué de se dire moi, j'ai l'impression que les filles font plus ça ou les garçons font plus ça, qu'il se passe telle dynamique. Il nous fallait un petit peu des chiffres
pour pouvoir argumenter ça, le présenter aux équipes d'animation, aux élus et au personnel de l'éducation nationale. Et donc, on a fait du comptage. Donc, on a passé énormément de temps dans les écoles pour observer ce qui se passait dans la cour de récréation et dans les espaces adjacents à la cour de récréation. Et puis, on a compté combien d'enfants sont en train de jouer au ballon. Est-ce que ce sont des filles, des garçons? Est-ce que ce sont des CP, des CE1, des CM2? De balayer comme ça toutes les catégories, les typologies, tout ce qui se passait en termes d'usage et d'avoir donc des pourcentages sur ces usages de la cour de récréation. De là, moi, je vous ai fait une petite liste non exhaustive des choses qui me paraissaient intéressantes qu'on a pu observer dans un premier temps. Ce moment de l'enquête, il est fondamental parce qu'il va justifier ensuite tout ce qu'on va pouvoir proposer aux équipes et co-construire ensemble. Si ce diagnostic, il est mal fait, ou si cette enquête, on la passe un peu à la trappe en se disant, nous, on sait déjà ce qui se passe dans la cour, c'est que les garçons sont au milieu, en fait, on passe à côté de beaucoup de choses dans les discussions qui vont pouvoir être amenées par la suite, parce que chacun va y aller de son interprétation, de ses a priori, et non pas d'une observation qui a été faite et qui est chiffrée. Donc, ce qu'on observe, par exemple, c'est qu'en effet, la place du foot dans certaines écoles est très importante, mais elle n'est pas la même dans toutes les écoles. Ce qu'on peut observer aussi, c'est que certes, ce sont les garçons qui vont beaucoup jouer au foot dans la cour de récréation. Je suis à nouveau là. Oui, on en était au foot. Tu nous entends? Je vous entends pas, mais je continue, j'imagine. Tu en étais au foot et le fait qu'il y a des différences entre les différentes écoles. Voilà. Super, ouais. Donc, en effet, selon les différentes écoles, on va avoir un foot très massif ou une partie aussi de garçons qui vont jouer au foot, qui vont prendre beaucoup de place dans la cour de récréation, mais qui vont être des enfants qui jouent en club à l'extérieur. Donc, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est de voir qu'en fait, finalement, c'est des enfants qui ont une spécificité, qui travaillent un savoir-faire, un sport à l'extérieur, et qui ont la possibilité de l'amener dans la cour de récréation plus facilement que d'autres choses qu'ils pratiqueraient à l'extérieur, comme pourrait être la danse, les échecs, et donc ils vont reproduire cette spécificité-là parce qu'ils la maîtrisent à l'extérieur. Donc c'est plutôt une question de maîtrise, et là-dedans, on va avoir les mêmes discriminations qui vont se reproduire entre des garçons qui jouent en club et qui sont donc très forts, comme vous le disiez Antonella, vis-à-vis d'autres garçons qui vont être très faibles, puisque eux ne pratiquent pas à l'extérieur, et donc vont être exclus aussi de cette pratique-là. Et puis la question du foot, c'est aussi celle d'un qui est physiquement gênant, c'est-à-dire qu'au-delà de l'espace qu'il prend, un ballon, c'est quelque chose qui se perd, qui arrive dans des endroits qu'on ne désire pas, et donc qui est gênant de fait, peu importe si beaucoup y jouent ou non, c'est gênant dans une cour. Et puis ce qu'on a vu aussi, c'est que le foot était intéressant comme n'importe quel autre sport, mais qu'un temps de récréation, ça dure à peu près 15 minutes. On va dire que sur la pause méridienne, on peut aller jusqu'à 30 à 40 minutes, mais ce n'est pas le temps d'un match. Donc, au-delà de la place que ça prend par les garçons, c'est surtout que, en fait, on a beaucoup de conflits qui tournent autour de cet usage-là, parce qu'on n'a pas le temps de réellement mettre en place les mêmes règles que celles qu'on connaît à l'extérieur, le même temps qu'à l'extérieur. Donc, on peut se demander s'il n'est pas plus pertinent d'être dans l'ordre de l'entraînement, de l'exercice, mais non pas du match de foot qui, de toute façon, générera forcément des conflits à la fin de la récréation et donc ne créera pas forcément quelque chose d'intéressant quand on rentre en classe. Ce qu'on a pu voir aussi dans le comptage qu'on a fait, c'est que les garçons sont aussi plus mobiles de manière générale, même quand le ballon est interdit dans les cours de récréation. Et puis, on a des groupes de garçons qui vont être un petit peu des caïds en tout cas, et donc vont ratisser un petit peu la cour et vont énormément se déplacer comme des surveillants finalement de la cour pour aller voir, gérer ce que chacun fait.
De la même manière, on a des objets symboliques qui peuvent être pris par ce type de groupe, filles ou garçons. Ce qu'on appelle des objets symboliques, c'est souvent des objets qui vont exister en un seul exemplaire dans la cour, puisqu'on a souvent des cours de récréation assez pauvres, par exemple une table ou un seul banc. Et donc ce banc va être attribué à un groupe en particulier qui va dominer et qui va être fléché comme le groupe dominant dans la cour de récréation. On peut avoir le même effet avec des hauteurs. Si on a un point qui est légèrement plus haut dans la cour de récréation, nous, on a pu observer que ces groupes dits dominants vont s'installer dans ce point haut pour aussi pouvoir avoir une vision sur ce qui se passe sur l'ensemble de la cour. Ce qu'on voit aussi, c'est que ce qu'on peut voir se produire dans la cour se produit aussi dans les toilettes et sont un espace tout aussi intéressant que celui de la cour de récréation. Et malheureusement, nous, on a souvent des commandes où on s'est limité à parler de l'extérieur. Et aujourd'hui, on défend le fait qu'on ne peut pas parler de la cour de récréation si on ne parle pas au minima des espaces de rez-de-chaussée qui lui sont adjacents, et notamment des espaces de toilettes qui sont un espace utile, utilisé dans la cour de récréation. Dans ces toilettes, on a souvent des effets où on voit des filles qui utilisent ces toilettes pour papoter, pour avoir un espace de repli, donc qui signifie qu'on n'a pas cet espace de repli dans la cour de récréation, donc qui va être fortement utilisé par les filles et qui va être du coup conflictuel avec la surveillance qui va se mettre en place. Mais on a aussi, nous on a pu observer des effets d'injustice. Donc on a des toilettes de garçons par exemple qui vont avoir une vitre totalement ouverte sur la cour de récréation, donc un espace d'intimité très faible, avec des pissotières, des urinoirs visibles, et à l'inverse, des filles qui ont le droit d'avoir de l'intimité avec des cabines. Donc de la même manière, on va avoir une injustice qui va, ou en tout cas un effet d'asymétrie qui va se produire à cet endroit-là. Ce qu'on perçoit aussi, évidemment, c'est qu'on a une prérogative qui est celle de la surveillance qui vient à l'encontre du bien-être des enfants. La surveillance totale, c'est une certaine violence du regard permanent sur les enfants. Donc, des espaces de repli qui sont plus compliqués, des espaces d'intimité qui sont plus compliqués. Et donc, on imagine nous-mêmes assez mal être au milieu d'une grande esplanade où tout le monde nous regarde et de pouvoir à peu près se sentir à l'aise ou faire ce qui nous plaît. Et puis cette grande esplanade, ben, elle marque souvent de l'ennui, beaucoup d'ennui, parce qu'elle a un manque d'équipement notoire. On a une grande surface bitumée et le ballon, en effet, prend facilement place, mais le reste des usages est quand même assez pauvre. Nous, ce qu'on a observé, on a demandé à des élèves de nous faire des visites, c'est que finalement, ils nous commentaient des activités qui étaient extrêmement liées à des éléments de voirie, des bouches d'égout, des regards, ou de sécurité comme les alarmes incendie ou les néons. Et donc tous les usages tournaient beaucoup autour de ça, avec une vision très sécuritaire déjà dès l'enfance, parce qu'en fait on n'a pas d'équipement dans la cour de récréation, c'est difficile d'avoir des cordes à sauter ou des éléments de jeu pour tout le monde parce que ça se casse vite, et donc une pauvreté des usages qui arrive. Ce qui m'intéressait d'essayer de vous raconter, c'était peut-être deux approches qui peuvent être un peu ambiguës, voire contradictoires, que nous, on a quand on attaque une cour de récréation, ou quand on attaque un sujet maintenant de manière générale. Ces deux approches différentes et qui mettent en question vraiment l'école publique et l'école républicaine. C'est l'école républicaine, c'est l'école pour tous. Mais dans cette école pour tous, si on veut qu'elle soit accessible à tous, il faut qu'on puisse faire preuve de différenciation. On parle très fréquemment de différenciation pédagogique, de plus en plus. Comment l'enseignant s'adapte avec des méthodes différentes et non pas une seule méthode à des publics, à des enfants qui vont avoir une appréhension, une compréhension des notions différentes. Donc cette différenciation, elle peut être mise en place, elle est nécessaire pour pouvoir avoir des enfants qui vont prendre place, qui vont trouver leur place dans cette cour de récréation, notamment. Ce qu'on disait sur le foot est intéressant. Comment je peux montrer, exploiter ce que je sais faire. Donc, est-ce que je peux avoir aussi des espaces où je peux danser, où je peux mettre en place facilement une petite scénette pendant la récréation, où je peux lire, parce que j'aime être
un peu tranquilles, dessinés. Ça, c'est des espaces qui aujourd'hui existent très peu dans les cours de récréation. Et parce que je fais des cours de dessin, ou parce que moi, je parle telle langue, ou que je fais autre chose à l'extérieur de l'école, je le ramène à l'intérieur, et donc je me sens mieux, je conforte mon identité aussi autour de ça. Donc le foot est assez flagrant aussi là-dedans. On a une nouvelle circulaire de l'éducation nationale, mais peut-être que le directeur de l'école maternelle pourra me corriger si je me trompe, qui est arrivé cette année et qui donc a 3 maîtres mots: excellence, égalité et bien-être. Donc c'est une nouvelle approche de l'école et pour nous, il n'est pas évident finalement de faire cohabiter excellence et égalité. Mais je vous en parlerai aussi après. Euh, Dans cette idée de différenciation, de la même manière, créer des zones, des recoins différents, c'est permettre à chacun de trouver sa place. Donc ça, c'est une sorte de chose universelle. On sait que on va commencer à fragmenter la cour pour que ce soit plus une seule et unique plateforme, mais des espaces où on va pouvoir faire des choses très différentes et des zones. Et puis, ça questionne aussi quelle catégorie de besoins on identifie. Quand on a des toilettes garçons-filles, on a défini que la catégorie la plus pertinente pour construire ces toilettes, c'était la différenciation entre les filles et les garçons. Mais finalement, on a gommé plein de catégories. On a gommé la catégorie du handicap psychique, de l'autonomie, de la taille des enfants. Et donc finalement, la catégorie fille-garçon, celle du sexe, n'est peut-être pas la plus pertinente en termes de toilettes. Peut-être pas du tout même. Et on a aujourd'hui des collèges qui mettent en place des toilettes mixtes et qui plutôt, parce qu'on a beaucoup de harcèlement dans les toilettes, créent des toilettes entre 6e, 5e et d'autres entre 4e et 3e. Et qui semblent presque plus pertinents que la distinction fille-garçon. Donc voilà, cette différenciation, elle est intéressante. Pour nous, elle est importante et on conçoit les espaces comme ça. Mais évidemment, elle vient se heurter à l'égalité. Nous, on aime bien parler quand même plus d'équité, mais c'est difficile de se dire qu'on a une école pour tous, où on va apporter les mêmes choses à tout le monde, les mêmes chances, disons, mais les mêmes chances ne sont pas les mêmes choses. Et ça, c'est assez difficile de l'entendre. Et puis l'école républicaine, l'école publique, elle est là pour aussi créer du commun, créer une identité commune, fabriquer cette identité commune. Donc comment on arrive à cohabiter là entre cette différenciation et cette égalité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire qu'on a, si moi je me prends à mon titre personnel, je me retrouve avec une identité qui va varier selon le contexte, le groupe d'amis, les groupes sociaux avec lesquels je vais être, entre le monde professionnel et le monde personnel, intime. Mon identité va varier. Donc je ne suis pas une seule et même identité. Ça nous intéresse aussi de se dire que dès l'école, on va travailler ces identités-là et on va favoriser ces ouvertures, cette curiosité à être différent et à être avec d'autres. Et ça, il n'y a pas de secret, c'est quand même beaucoup les règles qui vont être mises en place. Comme Antonella le disait aussi, c'est pas uniquement les objets, c'est la manière dont on va les utiliser, dont on va s'approprier les choses, qui vont pouvoir faire la différence. Et donc, dans ces règles, on peut citer par exemple des choses qui ont été mises en place en même temps qu'on construisait des lieux différents dans les cours de récré. C'est ne pas avoir toujours le ballon autorisé, notamment. Pouvoir mettre en place des tournois qui, pendant les récréations ou pendant la pause méridienne, qui vont volontairement mélanger garçons et filles ou mélanger les classes entre elles. Et donc, des vraies règles, mais des règles du jeu, pas des contraintes, pas des règles où on interdit tout, mais des règles qui favorisent des activités différentes. Ça va être aussi d'avoir des zones qui sont accessibles sur certains temps. Ouais, je pense que ça a repris. Donc, des zones qui vont être accessibles sur certains temps. Et donc, on va permettre à certains qui ont plus d'appétence à aller vers les espaces naturels ou vers la cabane, de l'utiliser pour un temps, mais de permettre aussi à ceux qui ont plus l'habitude d'être sur le terrain sportif, cette fois-ci, d'utiliser la cabane. Et donc, de pouvoir s'habituer à avoir des usages différents tout au long de la semaine et un rythme différent.
C'est aussi, alors là, c'est le sujet plutôt de la cantine, mais des grands qui vont être invités à manger à la table des maternelles, donc avoir plus d'inter-âge, et puis qui vont du coup prendre un rôle différent, aider les maternelles à manger. Et ça, c'est aussi une manière d'être curieux, d'être ouvert et de varier ses identités. Ce qui nous intéresse aussi là-dedans, dans ces différentes identités, c'est plutôt de s'intéresser à ce que j'ai le droit de faire et non pas qui je suis. Et ça demande un changement qui n'est pas si anodin de passer de l'être au faire. Ce qu'on voit dans l'école de manière voilà, chronologique, c'est qu'on a des enfants qui, à la maternelle, vont être autorisés énormément au mouvement, qui vont faire, qui vont se déplacer dans la salle de classe. Et puis petit à petit, on va avoir une sédentarisation du corps en grandissant avec les classes. Au collège de manière très forte, à l'école primaire un peu moins, puis à l'université où on a carrément des amphithéâtres avec des chaises vissées au sol. Cette sédentarisation, elle correspond aussi à un être ou un intellect en tout cas, une identité qui prend le dessus sur le faire. Et il semblerait quand même que le faire soit un vecteur très intéressant de cette identité plurielle. Et puis surtout de la... Alors le mot est un peu fort, mais de la suspension de genre. De se dire, moi, dans plein d'activités au quotidien, je me sens ni homme ni femme. Je suis juste en train de faire un mail à quelqu'un, je suis juste en train d'avoir une discussion, je suis juste en train de dessiner, de marcher en forêt, mais en aucun cas, à ce moment-là, moi, je me sens homme ou femme. Et cette suspension de genre, ce moment où on va créer aussi, être dans le faire, pour nous, il est intéressant. Si on prend un exemple, sur certaines cours de récréation, on a travaillé avec les enseignants à des espaces qui sont là pour fabriquer des cabanes en permanence. C'est-à-dire qu'on ne livre pas un espace de cabane, mais on va fabriquer une cabane qui va durer 3 mois, on va la fabriquer tous ensemble. On va apprendre en plus plein de choses sur la géométrie, sur les mathématiques, et puis sur des choses un peu moins savoirs fondamentaux, mais les nœuds qui finalement sont peut-être très fondamentaux, sur les végétaux. Cette cabane, on va être amené à la refaire fréquemment. Et donc à faire ensemble, tous ensemble, toute la classe. Il y a aussi autre chose qu'on a mis en place, c'est des caisses, des boîtes à outils d'objets indéterminés. Donc ça, c'est moi ce qui me semble être l'un des projets les plus intéressants qu'on ait mené aujourd'hui, en se disant, on n'a pas d'argent pour refaire toute la cour de récréation, on n'a pas 150 000, 300 000 euros pour refaire la cour. Donc comment on change ce qui s'y passe avec finalement peu de moyens? Donc ces boîtes qui ont été travaillées évidemment avec les enseignants sur leurs utilisations, c'était d'avoir des objets indéterminés, un ensemble d'éléments pour sortir du jouet pour aller vers le jeu, ce qui est très différent. On ne va pas avoir un jouet avec une forme prédéterminée, une couleur et un imaginaire dirigé, qui en plus va pouvoir être attribué à une fille ou à un garçon, mais un ensemble d'éléments qu'on va assembler et qui vont faire travailler notre imaginaire, notre créativité et notre rapport à l'autre, puisqu'on va devoir construire ensemble. Ça, c'est aussi implanté dans l'école, le jeu libre. Et donc, c'est une modification de la posture de l'adulte aussi, qui demande en même temps d'être accompagné par des professionnels qui ne vont pas être nous, mais plutôt des professionnels de l'animation, de la pédagogie et de l'éducation populaire. Sur cette question des objets indéterminés, il y a Simon Nicholson qui a vraiment beaucoup écrit dessus et qui a même fondé ce vocabulaire-là. Et il nous dit quelque chose qui, moi, me semblait intéressant de vous raconter. Il dit, ce qui se passe, c'est que les adultes élites, architectes, urbanistes, designers, se sont amusés avec leurs variables, puis les constructeurs avec les leurs, et qu'il ne reste plus de variables avec lesquelles jouer pour l'enfant, ou même l'usager adulte. Tout le jeu et la créativité ont été volés, et le système éducatif s'assure de faire croire que c'est normal et juste. Et ça remet du coup aussi en cause notre métier, notre pratique, de peut-être nous moins s'amuser pour laisser les autres s'amuser et juste mettre en place des choses indéterminées. Je peux, dans cette idée aussi de faire, il y a une conférence de Xavier Pomereau, qui est un spécialiste des adolescents et notamment du suicide chez les adolescents, qui fait une conférence pour des proviseurs de collège qui s'appelle, il me semble, le collégien d'aujourd'hui. Qui est le collégien d'aujourd'hui? Et qui raconte ce besoin d'avoir un rapport au réel très fort parce qu'on est aujourd'hui dans une société, ou en tout cas dans un adolescent qui décrit comme consommateur, mais au sens de consommer de l'information
et de l'image en permanence. Et donc, comme on consommerait de la nourriture et qui ingurgite et qui régurgite en permanence, et que pour pallier à ça, l'une des pistes les plus fortes est de se réancrer sur un réel, sur savoir attendre, savoir aimer des choses en fait qu'on ne peut pas trouver sur un moteur de recherche. Et de la même manière, on a un professeur qui nous disait que ce qui était intéressant dans les ateliers qu'on pouvait amener, c'est qu'on amenait justement du réel. Et que souvent, lui, il a l'impression qu'en classe, il leur amène presque du vide, du rien, parce que c'est très conceptuel. Une feuille blanche avec un crayon, on va devoir écrire des mots, c'est extrêmement conceptuel. Et donc, amener du réel, ça permet de réancrer aussi des savoirs et potentiellement de la solidarité aussi entre enfants et de l'entraide. Voilà, pour terminer là-dessus, juste se dire que là-dedans, tout ce que nous, ça nous raconte, c'est que les objets peuvent y faire des choses, bien sûr, mais que la manière dont on les amène sont plus importantes que les objets qu'on amène eux-mêmes. Et donc que le process, que l'expérimentation a une valeur très très importante. Cette boîte d'éléments indéterminés dont je vous parlais, on l'a amenée dans une cour sans travail préalable avec les enseignants et les animateurs. Ça a été un fiasco total, puisque les animateurs ne savaient pas comment s'en emparer et comment l'amener auprès des enfants, alors que bien travailler avec une autre équipe d'enseignants, ça a été des moments incroyables de pédagogie de transmission. Donc on peut être face à des échecs avec les mêmes objets. Et puis souvent, nous, ce qu'on prône, c'est de faire petit à petit, c'est-à-dire que rénover toute une cour de récréation et arriver en septembre avec quelque chose qui a été refait pendant les vacances scolaires, c'est assez violent finalement. Et débitumer petit à petit ou amener un jeu, amener des objets dans la cour, c'est la meilleure manière d'accompagner petit à petit les professionnels et les adultes, et les enfants aussi, à prendre en compte l'idée sans stéréotype, sans dictature du genre ou autoritarisme de comment pratiquer la cour de récréation. Et c'est ça qui favorise évidemment la co-construction, voire même plutôt la déconstruction, puisque en se permettant de faire petit à petit, en débitumant un petit coin, en laissant un petit coin lecture plus calme, dans un bout du préau, ben, on va déconstruire les a priori qu'on pourrait avoir sur quelque chose qui pourrait se passer mal, qui pourrait être plus de rangement, qui manquerait de surveillance. Et c'est comme ça qu'on arrive à convaincre aussi l'ensemble du groupe à se lancer dans quelque chose d'un peu plus ambitieux ou dans l'inconnu. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Eh ben, merci beaucoup parce que ça a été très très riche hein, et il y a plein de choses. Alors comme c'est, on va dire, l'habitude, hein, on va enchaîner avec la deuxième intervention. Donc Thomas Vermorel. Thomas Watanabe Vermorel. Voilà, Watanabe. Le nom de mon épouse est en premier. Pas sûr, voilà. En plus, voilà. Et donc, effectivement, tu peux peut-être te présenter aussi. D'accord, entendu. Merci beaucoup déjà de m'avoir invité. J'en suis flatté. Thomas Watanabe Vermorel, donc je suis directeur d'école depuis 6 ans. J'ai toujours été directeur en école maternelle. Mais évidemment, j'ai eu une carrière d'enseignant, d'instituteur un peu plus longue. Hein, ça fait 15 ans que je suis dans la carrière. Et ça m'a fait intéresser. Il y a beaucoup de choses. D'abord, je souscris globalement à toutes les observations qui ont été faites sur la question de la place du ballon, comment ce ballon est très envahissant dans une cour d'école, comment, selon les situations, selon les équipes pédagogiques qui sont à la manœuvre dans l'école, les réponses sont très très variables, bien sûr. Mais je voulais commencer sur la question de la légitimité en tant qu'interlocuteur. C'est assez comique presque que syndrome de l'imposteur oblige. La personne qui vient de s'exprimer disait qu'elle n'était pas très sûre d'être la personne la plus pertinente, etc. Alors qu'on voit bien dans son intervention qu'elle a quand même une solide connaissance du sujet. Et ça, c'est pas du tout une question qui m'a ne serait-ce qu'effleuré l'esprit, et c'est probablement parce que je suis un homme. Voilà. Donc ça illustre bien cet aspect-là. En fait, il n'y a quand même pas de crainte de redire les choses que tout le monde savent déjà. C'est pas vrai. La notion de genre, elle est absolument pas partagée.
Et ça, c'est probablement l'un des sujets les plus techniques, peut-être, pour faire changer concrètement les usages. C'est que dans telle ou telle école, dans tel ou tel collège, eh bien, les professionnels, qu'ils soient de l'éducation nationale ou de la collectivité territoriale, ne sont pas du tout sensibilisés au même degré à cette question du genre. Alors ils vont tous être sensibilisés à la question du harcèlement, par exemple. Ça, tout le monde l'a identifié et ça révulse vraiment l'ensemble du monde. Mais la question du genre, elle n'est pas du tout, comment dire, consensuelle. Elle fait même parfois l'objet encore de crispations fortes. Et donc, à ce titre-là, c'est pas du tout inintéressant de remettre 100 fois sur le métier ce travail-là. Alors, en observation générale, effectivement, je souscris un petit peu à ce qui s'est dit jusqu'à présent. C'est-à-dire que, en somme, en école maternelle, de 3 à 6 ans, il y a des choses qui commencent à préconstruire un petit peu cette notion de genre. Il y en a même beaucoup. Les enfants, même déjà à 3 ans, arrivant à l'école, pour certains ou certaines d'entre eux et d'entre elles, sont déjà très fortement identifiées. C'est généralement d'ailleurs plus les petites filles qui se identifient très girly, voilà, beaucoup aimer les princesses et les licornes, alors que les garçons, bon, moins. C'est évidemment pas le cas de tous les enfants, hein, mais ça existe déjà avant même l'école. De 0 à 3 ans, il y a déjà quelque chose qui s'est passé, c'est certain. Et ceux d'ailleurs, y compris dans des familles qui, elles, sont sensibilisées à ces questions-là. Donc c'est pas, on y échappe qu'assez difficilement en réalité. Après ça, effectivement, si on se resitue exactement dans la cour de récréation, bon, les distinctions sont quand même bien moins fortes en école maternelle qu'à l'école élémentaire, mais vraiment significativement moins fortes, notamment parce que les petites filles bougent beaucoup et tout autant que les petits garçons. Et en revanche, je me suis amusé à observer ça de manière un petit peu précise dans mon école, hein, donc ça n'a pas de vertu statistique, mais effectivement, les petits garçons jouent au ballon à plusieurs, ils jouent ensemble au ballon, et les petites filles jouent toutes seules au ballon. Voilà. Il y a peut-être quelque chose déjà. Effectivement, la notion du foot est déjà là, hein, et les petits garçons, ils veulent jouer au pied, et effectivement, comme ils ne maîtrisent rien du tout, parce qu'ils sont tout aussi nuls que les filles, et ben ça en met partout des ballons, et les camarades se les prennent dans le nez, ça fait des affaires, etc. Et donc, effectivement, les enfants, tous, hein, garçons ou filles, qui ne veulent pas jouer ou qui ne participent pas à ça, et ben ils s'éloignent de ce groupe. Donc on voit bien là ce qu'il peut y avoir, le germe d'une conquête territoriale de fait, quoi. Je pense qu'il est important, si on parle quand même aussi du genre dans la cour de récréation, de repenser aussi le monde des adultes. Parce que c'est quand même pas tout à fait anecdotique qu'à l'école maternelle, c'est, je ne sais plus quelles sont les statistiques, 85% de femmes qui y travaillent. Il y a un peu plus d'hommes à l'élémentaire, et puis on arrive à peu près à une parité à partir du collège. Mais ça, c'est quand même pas tout à fait anecdotique dans la façon dont on construit justement ce genre, il me semble. Alors, à Paris en particulier, il y a une démarche qui s'appelle les cours Oasis. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler, mais qui correspond exactement à la démarche qui a été évoquée. C'est-à-dire que, en premier lieu, pour la question des bouleversements climatiques, on pense refaire ces cours d'école qui sont traditionnellement effectivement des grands espaces d'asphalte noir, et donc pas tout à fait dans l'air du temps. Voilà. Et donc peut-on les végétaliser? Peut-on rendre perméable le sol? Peut-on effectivement faire en sorte que ce qui favorise des îlots de chaleur puisse au contraire favoriser une
une meilleure adaptation au changement climatique. Et puisqu'on en est à discuter de ça, et c'est vraiment ça qui est important, c'est quand même dans un second temps, hein, puisqu'on en est à repenser l'espace, bon, évidemment, repensons aussi l'usage, et notamment sur le prisme du genre, qui est quand même très bien identifié sur le plan politique à Paris. Et donc ça, effectivement, il y a eu plusieurs expériences déjà, plusieurs cas de figure qui se sont mis en place. Et un des principes, c'est effectivement d'arrêter le foot, quoi. C'est pas n'importe quel jeu de ballon en particulier. Le foot est vraiment très particulier dans sa nuisance de ce point de vue-là. Alors, ça mérite une petite incise, parce que je connais... voilà, d'abord, je le dis pour qu'on sache d'où je parle. Moi, je déteste le foot, à titre personnel. J'ai toujours détesté le foot. Petit garçon, ça m'a rendu très malheureux, justement, d'être dans des univers socialement très marqués par ça. Mais j'ai discuté avec quelqu'un qui aime beaucoup le foot, qui est un conseiller pédagogique, spécialiste de l'enseignement du foot et qui justement utilise le foot pour repenser la question du genre. Il l'utilise vraiment dans cet objectif-là. Et c'est intéressant, enfin il a beaucoup de choses à dire. D'abord, contrairement à ce que vous avez pu dire en introduction, je contredis. En tout cas, jusqu'en collège, jusqu'à 11-12 ans, les filles ne sont absolument pas moins puissantes physiquement que les garçons. Bon voilà, on n'en est pas du tout là. Plus tard, oui, évidemment, mais jusqu'à ce que la puberté soit passée, et Dieu sait que pendant un bon bout de temps, elles sont même plutôt plus puissantes. Et puis, par contre, effectivement, il y a la question de la compétence. Là, oui. Mais là, pour le coup, c'est un serpent qui se mord la queue. Et donc, justement, ce conseiller pédagogique nous explique que dans sa démarche, il fait intervenir des praticiennes du foot qui collent des roustes en match aux garçons, et pour leur dire, voilà, bon, effectivement, les filles peuvent très bien jouer au foot, ça n'a rien à voir avec la choucroute. Donc ça, c'était un premier élément, donc c'est la question du rôle modèle, quoi, comme assez classique. Et puis, deuxième élément, et il y a eu évoqué cette piste-là, c'est que le foot que l'on a en tête, ces règles du foot-là, ce sont de la Ligue des Champions, quoi. C'est le sport professionnel. Or, c'est bien un des rares cas où l'usage a consacré le sport professionnel comme règle populaire. Il y a plein de cas de figure où on joue différemment un même jeu, le foot, par exemple, selon qu'on est en compétition professionnelle ou en sport amateur. Et il y a d'autres règles de foot. Il y a d'autres règles de foot qui permettent d'ailleurs des matchs plus courts, des équipes différentes. Enfin bon, il y a plein d'autres règles à imaginer sur cette même galaxie-là. Bon, voilà, j'ai fait mon plaidoyer pour le foot. Je n'aurais pas cru que ce soit possible, mais bon, je l'ai fait. Pour dire qu'il y a des perspectives, effectivement, ça revient à cette notion-là. C'est que, en fait, peu importe quelque part l'objet, ça dépend de comment les équipes, les professionnels et les enfants, évidemment, a fortiori, vont s'en saisir et vont l'incarner et lui donner du sens. Et quel sens ils vont lui donner. Donc, ça fait partie de tout ça. Donc il y a ces cours Oasis, disais, je le reprends, je suis un petit peu déconstruit, je suis désolé. Déconstruit, décousu, je voulais dire. Mais enfin, ça doit être un lapsus. Donc, ces cours Oasis, la méthode, c'est que précisément, il y a une phase de concertation avec les équipes professionnelles, équipes enseignants en particulier, évidemment. Mais aussi les enfants sont consultés quand ils ont l'âge de l'être, les familles le sont, etc. pour justement affiner le propos. Alors d'une part parce que il y a l'expertise d'usage, donc il faut faire ressortir cette expertise d'usage. Et puis d'autre part parce que, comme ça a été évoqué, si on n'embarque pas tout le monde sur le même projet, si on ne partage pas un diagnostic ensemble, si on ne partage pas ce réel, ça tombe à plat. Ça tombe complètement à plat et ça devient effectivement plutôt
plutôt une violence, une contrainte, et c'est très très mal vécu par les équipes. L'un des plus grandes oppositions qu'on a à ces cours Oasis, c'est justement d'avoir un espace de sport. Et c'est pas complètement, il ne faut pas balayer ça d'un revers de main, parce que bien sûr que la question du genre et des injustices liées au patriarcat sont importantes et que c'est un sujet politique majeur. Mais il y a d'autres sujets politiques majeurs, comme par exemple le fait qu'en quelques générations, les enfants ont perdu 40% de leur capacité cardio-pulmonaire. 40%. Hein, c'est énorme. Le fait que, je ne sais plus quelle est la proportion exacte, mais arrivé en collège, un nombre très important de collégiens ne peuvent pas enchaîner 5 sauts à cloche-pied. Voilà, 5 sauts à cloche-pied. Ça paraît un peu effrayant, mais ce sont des statistiques assez récentes. Et donc la question du corps et de pouvoir s'exprimer physiquement dans un espace en ayant la possibilité de le faire reste un vrai sujet. Cela dit, si vous voulez mon opinion personnelle, on peut tout à fait combiner ça avec un réaménagement très en profondeur des cours Oasis, comme dans les cours Oasis. Donc l'idée, c'est bien d'avoir des espaces dans lesquels il va y avoir plus de choses, des choses plus variées, qui vont permettre finalement de multiplier les usages. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi quand j'étais môme, je jouais aux billes dans les infractuosités de l'asphalte. On utilisait la dégradation du matériel pour pouvoir avoir un tout petit peu de choses différentes de l'espace juste à côté, quoi. Et en fait, effectivement, il y a dans cette démarche des cours Oasis l'idée de créer des objets, des zones, des phases qui permettent une variabilité des activités dedans plus importante. Et ça, je pense que c'est extrêmement positif, y compris pour travailler les aspects de coopération, etc. Ça fait partie tout à fait de la philosophie de ces cours Oasis. Et tout ça pose quand même, in fine, une difficulté particulière qui serait malhonnête de passer sous le tapis. C'est qu'on a ces frais d'investissement qui consistent à débitumer, qui consistent à végétaliser, etc. Mais dans la pratique, eh bien, il faut bien comprendre que ça fait beaucoup de travail supplémentaire. Pour maintenir une grande dalle d'asphalte, bon, c'est quand même pas bien difficile. Parfois, il y a un arbre, alors du coup, il y a des feuilles qui tombent, il faut balayer, mais c'est pas grand-chose. Quand il y a une zone avec des copeaux, il y a aussi un arbre qui perd ses feuilles. Il y a peut-être, pourquoi pas, des zones avec des brumisateurs, etc., etc. Vous imaginez l'entretien que ça représente au quotidien, la charge supplémentaire sur le plan éducatif pour expliquer le bon usage aux enfants. Ça ne tombe pas sous le sens. Hein. Vous mettez un brumisateur, forcément, un enfant, il va grimper dessus. Et potentiellement, ce n'est pas fait pour qu'on grimpe dessus, ça pourrait être dangereux, etc. Bref. Donc tout ça, ça pose ces questions-là. Et puis ça pose aussi la question qui a été très très bien soulignée sur la relation au risque. Et donc, la question de la surveillance. Parce que effectivement, tout le monde peut l'entendre. Je suis un des premiers à dénoncer ce fantasme du panopticon, hein, où on est constamment sous surveillance, ou si on n'est pas sur surveillance, on ne sait pas qu'on n'est pas sous surveillance. Et ça agit sur le propre comportement. Ça a été très très bien étudié. Et puis alors les lois sur les caméras augmentées qui sont en train d'être validées par l'Assemblée, là, on reparle du sujet. Bon, on n'en est pas là dans les écoles, mais effectivement, la tradition, c'est qu'on doit toujours pouvoir voir les enfants. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans les toilettes, puisque j'essaie de reboucler au maximum avec l'intervention précédente, dans les toilettes, il y a un vrai questionnement qu'on peut avoir sur la question de l'intimité. Parce que, en tout cas, en maternelle, vous avez des petites toilettes qui sont les unes à côté des autres, comme ça. Et c'est assez récent qu'il y a des paravents entre eux. Donc on peut le voir de face, mais on ne voit plus sur le côté. C'est déjà pas mal, mais enfin bon, il y a un petit peu de progrès à faire de ce point de vue-là. Parce que la surveillance est
a été pendant très longtemps un point cardinal. Alors heureusement, c'est mon intuition, c'est appuyé sur aucun texte, hein, mais c'est mon intuition qui a quand même comment dire, une petite détente sur ce sujet-là, et qu'on a un peu plus la possibilité de rationaliser la prise de risque. Parce qu'in fine, c'est ça qui se passe. Bon, on peut dire, c'est facile à dire, hein, oui, mais laissez-les prendre des risques, ils doivent découvrir des choses, etc. Oui, d'accord, mais s'ils se blessent et que je me fais poursuivre par les parents, ah bah théoriquement, je suis protégé par mon institution, hein, mais alors vraiment, il va falloir que je démontre qu'il n'y a pas eu de défaut de surveillance, parce que sinon, ils ne me protégeront pas. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire un défaut de surveillance? Est-ce que si effectivement il y a un recoin qui est inaccessible à la surveillance, on peut considérer qu'on était en défaut de surveillance? Oui, non. Quelle est la jurisprudence? Évidemment, tout ça, c'est jamais si clair que ça. On a l'impression qu'on va avoir des réponses claires. On n'a pas de réponse claire là-dessus. Et c'est pas si évident que ça. À tel point que moi, j'ai dû, quand j'ai changé récemment d'école, et j'ai fait introduire dans le règlement de l'école le fait que les enfants, selon leur maturité, pouvaient être amenés à se déplacer seuls dans l'école. Parce que je me dis, et étant voté dans le règlement intérieur, si jamais il y a une difficulté juridique, au moins on a fait ce progrès-là. C'est pas évident. C'est pas évident pour des professionnels à qui, pendant les 40 ans qui ont passé, on a toujours dit, faites attention, vous allez vous prendre un procès. C'est ça qu'on a entendu en permanence, hein. Voilà. Donc, ce sont des usages qui doivent changer, ce sont des jurisprudences peut-être qui doivent se mettre en place, ce sont des protections un peu plus formelles, peut-être des professionnels qui doivent permettre ça. Parce que tout le monde, par ailleurs, comprend bien qu'on ne peut pas on peut pas parler du bien-être si on laisse pas une part de découverte, une part d'autonomie, une part de prise de risque des enfants. Il n'y a pas d'apprentissage sans prise de risque. Ça n'existe pas. Là, pour le coup, les neurosciences l'ont très bien démontré. Pour apprendre, eh ben, il faut se heurter à l'échec, il faut se heurter au risque. Voilà, donc c'est un petit peu nécessaire de travailler là-dessus. C'est intéressant, les sols souples par exemple, qui sont des contraintes architecturales majeures dans l'aménagement des cours de récréation. Bon, il n'y en a pas en élémentaire, mais en maternelle, dès qu'il y a un jeu, il faut qu'il y ait un sol souple à côté. Et en fait, je ne sais pas, il faudrait qu'il y ait des études un peu plus robustes. Peut-être qu'il y en a et que je les ai pas en tête, c'est tout à fait possible, je ne suis pas spécialiste non plus. Mais un enfant prend l'habitude de sauter sur un sol souple, il se blesse quand il saute plus sur un sol souple, parce que pour lui, c'était une hauteur acceptable. Or, ça ne l'était pas. Voyez. Donc, on peut se poser des questions sur quand est-ce que c'est intéressant de laisser prendre des risques, et puis quand est-ce que c'est finalement, sur le long terme, néfaste d'empêcher le risque d'être pris. Je pense que c'est vraiment la phrase classique de dire qu'il est rien de plus dangereux que de ne pas prendre de risques. Voilà. Je voulais terminer mon propos sur 3 idées. D'abord, effectivement, je suis à peu près convaincu que c'est le modèle qui est en école maternelle qui doit diffuser vers les classes les plus âgées, que la place du corps est mal pensée en élémentaire par les usages consacrés. Cela dit, cette place du corps, elle est contrainte aussi par un certain nombre de contraintes. C'est beaucoup plus facile évidemment de laisser les enfants pouvoir se déplacer en classe quand ils sont 20 par classe par exemple que quand ils sont 35, hein, évidemment, ça tout le monde peut le comprendre. Mais globalement, cette idée de justement que le bien-être sert à bien apprendre, qui est très travaillé en maternelle, mériterait d'être mieux travaillé aussi à l'élémentaire et aussi au collège, certainement à la fac. Mais là, pour le coup, c'est vraiment pas mon aire d'expertise. Deuxième notion que je voulais apporter là-dessus, c'est ce qu'on arrive à démontrer aussi en termes scientifiques sur les apprentissages. C'est mon volet du cadenas, hein, moi je suis très apprentissage. Un enfant apprend beaucoup plus par l'exploration autonome, voilà, ce qu'on appelle les apprentissages induits par son environnement. Charge évidemment à l'équipe pédagogique
de créer un environnement qui soit riche d'apprentissage potentiel. Mais il apprend beaucoup plus par ça que par un effort volontaire. Les enfants jusqu'à, ouais, peut-être même jusqu'en CM2, n'ont pas vraiment de notion de ce que c'est qu'un effort. On leur dit faites un effort, ça veut dire quoi, hein? Vous imaginez ce petit, quand un bébé apprend à marcher, il se lève là, il se hisse, c'est difficile pour lui. Et il n'est pas en train de faire un effort. Enfin, bien sûr que physiquement il fait un effort, mais il ne s'en rend pas compte que c'est un effort. Il est tellement stimulé par sa motivation interne que ça ne compte pas. Donc cette idée de faire un effort pour bien apprendre ses tables, il apprend les tables parce qu'il est content de connaître ses tables après, en fait. C'est comme ça que ça marche. Et on démontre que notamment les apprentissages induits sont extrêmement performants. Hein. Et puis dernier élément, c'est qu'on pense le temps et on pense l'espace quand on parle de la cour, et que évidemment, ça mériterait de penser aussi la temporalité. Alors, il y a eu un petit épisode dans le discours précédent là-dessus, sur la question du repas. Hein, quand est-ce qu'on a faim, quand est-ce qu'on n'a pas faim, et quels sont les liens sociaux qui peuvent se jouer à ce moment-là. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui se déclinent. Une cour de récréation n'a pas forcément vocation à faire la même chose sur la pause méridienne, où en réalité, il y a peu de disponibilité psychique, mais aussi peu de disponibilité physique, hein, qu'au tout début de la matinée, où ils sont très en forme, etc. Quand je vous dis ça, c'est la réalité pour les enfants de maternelle. Mais ce rythme-là, il est très variable en fonction des âges. Ça change beaucoup. Hein. Et autant un enfant en bas âge, entre 3 et 6 ans, il se réveille à 7 h du matin, il est à pleine balle de ses capacités. Autant un collégien, il ne sert plus à rien, il ne sert à rien à ce moment-là. Ça ne sert à rien. Il faut absolument reculer les horaires de collège, mais c'est physiologique. Ce n'est pas parce que les adolescents sont paresseux, ou que c'est physiologique, c'est démontré. Il y a un décalage du cycle de sommeil, du cycle du biorhythme des enfants au moment de l'adolescence qui se recale quand on redevient adulte. Qui se recale ou pas d'ailleurs. Enfin, il y a différents profils. Non, mais il y a différents profils et ça, c'est une notion biologique, voire même probablement génétique. Donc ça, ce sont des éléments qu'on doit prendre en compte. Hein. La question du sommeil. Il faudrait que jusqu'à 6 ans, tous les enfants puissent dormir, mais il faut aussi, bien après 6 ans, qu'ils puissent avoir une sieste de 20 minutes. Ça paraît être quelque chose d'assez consensuel sur le plan scientifique. Et ça peut interroger aussi les espaces que l'on emploie, y compris les espaces extérieurs, parce que rien n'empêche de faire la sieste dehors. Merci beaucoup, parce qu'effectivement, c'est vraiment ce que je trouve très intéressant dans ce cycle, c'est que peut-être personne n'est spécialiste du genre, mais on entend toujours des choses justement pas convenues, fondées sur une réflexion originale, et c'est toujours extrêmement enrichissant. Et puis finalement, je pense qu'on va vraiment faire quelque chose de plus spécifique, peut-être sur le corps, l'enfance, l'espace, les différentes formes de pédagogie, et effectivement ce qui a été dit sur les modèles cognitifs, hein, vraiment comment on apprend par le corps, hein, et la place peut-être oubliée du corps. Hein. Donc, pour clôturer la série des interventions, Vincent Romagny, qui a un travail, on l'a déjà dit, et puis je vous laisserai peut-être vous représenter, plutôt sur les aires de jeu, hein, que sur les aires de jeu, voilà. Mais effectivement, il y avait, j'insiste, on est vraiment dans des échanges, hein, quelque part sur des réflexions qui peuvent contribuer à construire les sujets ensemble. Donc voilà, donc, je pense que ça peut être intéressant juste de questionner, peut-être avec son regard, qui est différent, parce que, enfin, il va se présenter, mais il a une formation de théoricien. Donc voilà, comment on appréhende ces éléments par un prisme peut-être plus théorique. Et j'imagine qu'il y a un petit souci pour les images. Ah, d'accord. Il arrive. Et alors, c'est très intéressant sur le corps des filles, hein,
Je profite là du coup parce que je me suis, en effet, je ne connais pas d'études vraiment faites, mais je me suis questionnée parce que je trouve qu'il y a une mutation morphologique mais même des femmes adultes qui effectivement, on va dire, correspondent moins à l'idée de la fille fragile qu'on se fait. Voilà. Et donc effectivement, c'est une vraie piste à creuser. Voilà, ça je le dis. Donc, je reconnais avoir dit une chose peut-être facile et convenue. Voilà, mais un stéréotype. Voilà, j'ai véhiculé un stéréotype. Et voilà, ça Ah, mais c'est parfait, c'est celui que je voulais. Très bien. On est là pour les déconstruire. Bon, bonjour, je suis navré d'être complètement en retard. Déjà, quand je dis que je travaille sur les aires de jeu, on me prend pour un guignol, mais si j'arrive avec 1 heure de retard, ça va se vérifier très vite. En plus, je ne suis pas du tout spécialiste de la question du genre, donc voilà. Il me semblerait que j'ai ma place. Mais j'ai quand même relu, je vous conseille à toutes et tous, Julie Delalande, sociologue de l'enfance, qui a travaillé sur la question qui a fait une ethnologie de la cour de récréation. Moi, je travaille sur la question du jeu, la question de l'aire de jeu, ce qui m'a amené à prendre en compte la question du caractère historique des compréhensions selon lesquelles l'adulte projette une compréhension sur le sens du jeu de l'enfant. C'est des choses que... Ah, pardon. Et... Non, très bien, excusez-moi. Je la refais, je recommence. Donc, du coup, celui-là. Excusez-moi, donc je la drôle refais. de trafic quand même. Ouais, donc moi je travaille sur la question des aires de jeu et je me suis intéressé aux différents types et aux différentes formes d'aires de jeu historiquement, que l'on peut relever historiquement depuis leur création à la fin du 19e siècle dans le nord-ouest des États-Unis. J'ai été amené à me rendre compte qu'il y avait à chaque fois une compréhension très très différente. Et ce pourquoi peut-être j'ai un peu une raison de ma présence ici, c'est que ça permettrait de relativiser la façon dont on projette, dont on comprend le sens du jeu de l'enfant. Et ça me fait rebondir sur la question du genre parce que quelques personnes, éventuellement de ministères, m'ont sollicité en me disant « Ah mon Dieu, on voulait faire appel à vous pour qu'on commande à des artistes des aires de jeu qui soient non genrées. » Alors ça m'a plongé dans une abîme de perplexité parce que des aires de jeu non genrées, j'aimerais bien en voir. Et en plus, il y a un artiste qui s'appelle, son nom m'échappe, je suis confus. Bref, un artiste a été invité au Centre d'art Baltique en Angleterre à faire une intervention pour les enfants et il a reproduit les formes des aires de jeu de Aldo van Eyck en expliquant que ces aires de jeu n'étaient pas genrées. Alors Aldo van Eyck, c'est un des rénovateurs de l'aire de jeu qui a considéré à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'il fallait donner à l'enfant des formes abstraites. Il était très proche des artistes Cobra, il avait fait ses études à Zurich, il était influencé par toutes les avant-gardes et considérait que des formes abstraites allaient libérer le jeu de l'enfant alors que des formes déterminées allaient trop déterminer son jeu. Donc de ce point de vue, on s'accorde, enfin des artistes en tout cas contemporains s'accordent à considérer que une aire de jeu c'est un espace qui n'est pas genré et ce sont des choses que j'ai pu vérifier dans un certain nombre de productions, je vous en montrerai tout à l'heure. Pour revenir un peu plus sur la question de cette évolution des formes de l'aire de jeu, je voudrais vous montrer quelques images. Ah voilà, pardon. Alors, je voudrais revenir sur le premier modèle de l'aire de jeu, pour faire comprendre cette idée comme quoi il y a véritablement une relativité historique de la compréhension du sens de l'aire de jeu. Voici les premières aires de jeu telles qu'elles ont pu être conçues à la fin du 19e siècle et telles qu'on va en trouver beaucoup encore maintenant au Japon. Je reviendrai pas sur les raisons historiques. Parce que, en fait, cette forme traditionnelle de l'aire de jeu que j'appelle les 4S à la suite d'une historienne des aires de jeu qui s'appelle Suzanne Solomon, donc le sandbox, le bac à sable, slide, le toboggan, ciseau, la balançoire, et j'en oublie toujours un, sandbox et swing. Il se trouve que ce sont des éléments qui sont typiques des premières formes d'aires de jeu. Ça correspond à une approche historique très précise de l'enfance. C'est une approche de l'enfance qui a été fixée par ce qui s'appelle la théorie de la récapitulation.
Les aires de jeu ont été conçues à la fin du 19e siècle à la lumière d'une conception très précise de la psychologie de l'enfant, selon laquelle en fait, le développement de l'enfant reprend le développement de l'espèce. Donc en fait, entre 0 et 7 ans, l'enfant ne joue pas. Il a des activités qui sont complètement dans tous les sens et l'intervention de l'adulte n'est pas nécessaire. Donc on va mettre l'enfant sur l'aire de jeu où il va produire tous ses gestes. Donc là, je vous ai repris une description des types de jeux des enfants entre 0 et 7 ans. Entre 0 et 7 ans, ce sont des activités complètement pas coordonnées, mais l'enfant doit les acquérir et il va les acquérir sur un playground. Et puis ensuite, de 7 à 12 ans, il peut commencer à apprendre et dans ce cas-là, va se développer ce que les inventeurs du playground appelaient le jeu organisé. C'est-à-dire qu'il n'y a de jeu que s'il y a des adultes pour donner des règles du jeu. Donc en fait, le jeu, c'est tout sauf spontané. Et puis, à partir de 12 ans, on va vraiment lui apprendre des jeux organisés, le playground, le basketball, le baseball, etc., etc. Donc, il y a l'idée selon laquelle le jeu n'est pas du tout une activité spontanée. C'est quelque chose que l'adulte apprend à l'enfant et qui doit prendre un schéma très précis. Si on ne suit pas ce schéma, eh bien, ça va donner lieu à des pathologies. Et si on suit ce schéma, on va se donner plus de chances pour que l'enfant américain, eh bien, son développement se soit conforme à l'idéal de l'époque qui était le petit garçon anglais. Donc évidemment, de tous les textes que j'ai pu lire sur l'ère de jeu de cette époque, il n'est pas question des filles. Il n'est pas question des filles. C'est un dispositif, bon, je vous évite les citations, c'est un dispositif qui a une finalité, c'est de former une main-d'œuvre corvéable. Donc l'ère de jeu, c'est un projet capitaliste dès le départ. Donc en fait, les fondateurs des playgrounds venaient de milieux conservateurs, mais également de milieux progressistes. Ils étaient véritablement à portions égales. Leur souci, c'était autant de former une nouvelle population américaine, de sortir les enfants de la pauvreté, parce que le Lower East Side, en particulier à l'époque, c'était des taudis et les enfants vivaient dans des conditions atroces. Et c'était l'idée de pallier à l'incompétence des parents. Cette aire de jeu, c'est un modèle qui n'a pas bougé pendant très longtemps et qui ne va changer qu'après la Seconde Guerre mondiale. Et on va arriver à la disposition dont vous parliez, qui était... Bon, maintenant, qui est ce que j'appelle les aires de jeu aux formes renouvelées, qui sont des aires de jeu qui sont pensées comme des environnements. Ces aires de jeu sont pensées comme des environnements, ça veut dire que ce n'est plus une forme qui va induire une fonction que l'enfant va accomplir. Il s'agit d'un environnement dont la richesse va permettre que le jeu se développe. Et là, on a ce que vous expliquiez justement tout à l'heure, l'idée selon laquelle c'était une induction des gestes par la richesse de l'environnement et non pas une forme qu'il fallait suivre. Cette compréhension du jeu, elle est spontanée. Elle est spontanée, elle est réalisée par des concepteurs et conceptrices d'aires de jeu qui sont nés... qui sont de la génération du baby-boom et qui vont renouveler l'ère de jeu au tournant des années 60 et 70. Il se trouve qu'un certain nombre de ces concepteurs et conceptrices d'aires de jeu sont des artistes, en particulier en France. Je pense en particulier Non, ça ne marche pas. Ouais, ce sera après. C'était en particulier... Et si on continue... Oui, alors je passe, désolé. Donc ça c'est Noguchi qui fait partie des rénovateurs de l'ère de jeu, Aldo Vanek qui est également un des précurseurs. Peut-être que ça charge ou il n'y a plus de fichiers, bref. Et alors en particulier dans ces rénovateurs des aires de jeu en France, il y a les Simonet, Marthe et Jean-Marie Simonet, qui étaient des sculpteurs, c'est ce que j'aurais voulu vous montrer, qui étaient des sculpteurs et puis ils se sont rendus compte que ça avait un succès fou auprès des enfants. Et pendant que Jean-Marie Simonet donnait ses cours à Paris 1, à l'université Saint-Charles, sa femme faisait le tour des écoles et elle vendait d'autres formes en résine qui étaient réalisées à partir des moules qui leur servaient à faire les sculptures.
Donc ça, ce sont des rénovateurs de l'aire de jeu aux États-Unis, Richard Datner et Paul Friedberg. Mitsuru Senda au Japon, Gilles Ayot, avant il y a eu Valdemar de Cordero, et voilà, les Simonet. Et puis, ils continuent à réaliser, donc ils ont 83 et 80 ans. Ça, c'était une de leurs premières aires de jeu à Melun en 1970. Et ils continuent à réaliser des aires de jeu, éventuellement maintenant avec des jeunes architectes. Ils ont en particulier réalisé des très beaux éléments avec Concorde au plan d'Aou à Marseille. Et voilà, je vais rester sur ce type d'aire de jeu. Donc, comme vous le comprenez, la compréhension de l'enfant n'est plus du tout la même. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'inférer, il ne s'agit pas de suggérer des gestes à l'enfant par les formes, en ayant recours à des fonctions qui ne changent pas. Il s'agit de proposer un environnement riche qui fait que, spontanément, l'enfant va inventer le jeu. Il va inventer le jeu, alors il ne va pas l'inventer complètement spontanément, ce n'est pas ex nihilo, c'est à partir des appels que produisent les formes. Donc vous voyez qu'on n'est absolument pas dans la question de savoir comment est-ce que ça peut se répartir au niveau du genre. Alors effectivement, sur cette question du genre, dans les cours d'école, alors je pense que vous en avez parlé, les garçons jouent au foot au milieu, les filles rasent les murs. Mais l'idée, c'est que précisément, l'aire de jeu me semble un dispositif qui permet de faire sauter cette répartition, ce qui n'empêche pas qu'il y ait quand même des effets de conflit sur l'aire de jeu. Mais si vous regardez des enfants jouer sur une aire de jeu, il y a une chose très surprenante, c'est à quel point les activités qu'on va nommer jeux ne sont pas continues. Elles sont interrompues et reprises sans arrêt. C'est-à-dire que les enfants commencent quelque chose, s'arrêtent, recommencent quelque chose d'autre, ne vont pas se chamailler pour avoir quelque chose. Enfin, ça ne veut pas dire qu'ils se chamaillent jamais, mais ça veut dire que très souvent, il y a suffisamment de choses qui sont proposées pour qu'on aille à côté. Et de ce point de vue, ça interrompt tout rapport conflictuel, ou en tout cas ça le réduit, ce qui ne veut pas dire que ça les supprime complètement. Et du coup, ça pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut comprendre le jeu des enfants sur ce type d'objet, qui est une espèce de challenge psychologique et quasiment philosophique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on comprend, comment comprendre cette activité. Il y a un concepteur d'aire de jeu japonais dont j'ai montré des images plus haut qui s'appelle Mitsuru Senda, qui a une théorie du jeu qui, moi, m'a sauvé, c'est-à-dire qui m'a permis de donner un sens, d'essayer de commencer à donner un sens à qu'est-ce que c'est que ce jeu des enfants sur ces aires de jeu. Il appelle ça la théorie des trois phases du jeu. Il imagine une première phase qui est la phase fonctionnelle. La phase fonctionnelle, dit-il, est celle où les enfants, en jouant, font l'expérience rudimentaire des fonctions assumées par l'équipement en question. S'il s'agit d'un toboggan, ils montent le petit escalier, s'asseyent, glissent. S'il s'agit d'une barre fixe, ils s'y pendent la tête en bas. Alors au Japon, il y a partout des aires de jeu, dans toutes les places, dans la ville, et puis dans toutes les cours d'école, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, ou peut-être après. Et effectivement, l'enfant va faire le geste que lui suggère la forme. C'est la phase fonctionnelle. Ça correspond historiquement à ces aires de jeu du type de 4S, où l'enfant suit la forme qui aboutit à la fonction. Il explique ensuite, à mesure que cette phase se répète, les enfants passent progressivement à la phase technique. Ils ne se contentent plus de s'asseoir avant de s'élancer, mais imaginent d'autres façons de glisser en poussant avec les mains allongées ou la tête la première et mettent au point des techniques de jeu plus élaborées. Leurs progrès techniques deviennent en eux-mêmes l'objet du jeu. Donc c'est l'idée selon laquelle finalement c'est quand même beaucoup mieux de remonter le toboggan à l'envers que de monter les marches comme on a appris à le faire. Et puis Senda explique qu'il y a une troisième phase. Cette troisième phase, c'est la suivante. Lorsqu'ils dépassent ce stade, les enfants accèdent à la phase suivante dite sociale, où ils inaugurent à partir de ce même module d'autres types de jeux. Ils jouent à chat perché sur le toboggan, dont la fonction originelle perd donc de son importance. Le toboggan en tant que dispositif de jeu devient la scène d'un autre type de jeu, type jeu de loup, qui concentre toute leur attention. Donc il y a l'idée, c'est qu'il y aurait ces trois phases de jeu, qui sont des phases qui s'acquièrent progressivement. Et qui permettent d'expliquer que finalement la quantité d'enfants sur une aire de jeu fait qu'il peut changer très très vite d'un jeu à l'autre. Alors, cette théorie, elle est très intéressante, mais
mais il n'est pas sûr qu'elle rende complètement compte de tout, comment dire, il n'est pas sûr qu'elle rende compte du caractère non pas seulement progressif du jeu de l'enfant, mais il n'est pas sûr qu'elle permette de rendre compte du fait que l'enfant, sur l'aire de jeu, ne fait pas que jouer, il acquiert la compétence ludique. Un enfant ne sait pas déjà jouer. Le jeu n'est pas aussi immédiat. Enfin, il est immédiat aux yeux d'un adulte ou si on regarde à distance, puisqu'un enfant est toujours occupé. Mais un enfant sur une aire de jeu, c'est beaucoup d'hésitation. C'est beaucoup d'hésitation, pas seulement par rapport aux formes, mais par rapport aux autres enfants avec qui il faut partager l'espace de jeu, enfin, avec qui il faut partager les espaces de vie et, en l'occurrence, la cour de récréation ou l'élément de l'aire de jeu. Et dans mes recherches, il y a un sociologue un peu oublié, mais que les spécialistes de la question de la sociologie de l'enfance connaissent toutes et tous, et beaucoup mieux que moi, qui s'appelle Roger Cousinet, qui est décédé en 1973 et qui a commencé sa thèse sous la direction de Émile Durkheim. Alors c'est très intéressant parce qu'Émile Durkheim disait qu'il ne pouvait pas y avoir de sociologie de l'enfance et pensait que l'enfance n'était pas un moment de socialisation. Il pensait l'enfance comme une table rase. Or, tout le travail des sociologues de l'enfance, dont je ne suis pas, consiste à montrer que c'est un moment un moment clé de l'apprentissage de la socialisation. Et Roger Cousinet en particulier a suivi énormément d'expérimentations des pédagogies alternatives entre les deux guerres. Et il a publié un très bel ouvrage qui n'est plus édité, qui s'appelle « La vie sociale de l'enfant ». Je crois qu'il a publié ça dans les années 50. Et il explique que finalement, le jeu de l'enfant, enfin le comportement de l'enfant en présence d'autres enfants témoigne d'une ignorance de ce qu'il faut faire. Et il considère que c'est une problématique qui occupe la première phase de la vie sociale, qu'il situe de 5 à 9 ans. Et il explique qu'à cet âge-là, l'enfant est surtout occupé à apprendre à connaître le milieu matériel dans lequel il vit et les échanges qui se font entre ce milieu et son corps et sa pensée. Il s'agit... Désolé. Et les autres ne pénètrent pas encore dans son milieu. Donc l'idée, c'est que finalement, l'aire de jeu me semble un milieu assez idoine pour que l'enfant puisse rencontrer de façon progressive l'autre. Et que cette découverte de l'autre et de ses compétences physiques soit médiée par un support. Et l'idée, c'est que l'enfant commence à apprendre que le jeu peut être une activité commune. Et justement, l'aire de jeu, comme je l'expliquais, qui permet différentes phases de jeu et qui permet qu'on va interrompre un jeu puis on va le reprendre, me semble parfaitement adapté pour cette phase du stade de l'enfance. Pour Cousinet, selon ce second stade, il considère que l'enfant, en fait, va considérer les autres pour apprendre et répéter ce qu'ils font. Il va répéter ce qu'ils font, et puis dans un troisième stade, il va découvrir la collaboration. Et Cousinet ne parle pas des aires de jeu, mais il me semble que ça peut être justement une théorie qu'on peut invoquer pour comprendre comment sur les aires de jeu, comment l'aire de jeu pourrait être un cadre assez idoine pour la socialisation de l'enfant et l'apprentissage de la compétence ludique. Sur la question du genre, du coup, j'ai eu l'occasion d'en parler avec des personnes qui étaient aussi des directrices d'école et qui m'expliquaient, à qui je posais la question de savoir si effectivement l'aire de jeu était un espace qui permettait de repousser les inégalités de genre. Effectivement, dans le sens, les rapports de domination, les garçons prennent toute la place et les filles s'effacent un peu plus. Alors elle me confirmait qu'ils jouaient encore, qu'ils s'y produisaient, ils s'y répétaient et c'était le lieu où on apprenait ça, puisqu'il y avait des lieux où on peut se cacher, où on peut se défendre, où on peut se montrer, mais que finalement c'était peut-être un lieu qui pouvait aussi un peu les repousser. Et puis juste une anecdote pour finir. Alors, je ne crois pas que ce soit avec cette aire de jeu-là de Jean-Marie et Marthe Simonet, mais une directrice d'école qui avait installé des éléments comme ça dans sa cour d'école, un jour expliquait à Marthe Simonet qu'une petite fille, que sa fille, qui était scolarisée dans la même école, était venue la voir en disant que l'aire de jeu était géniale, parce qu'avec sa copine, elles avaient pu y échanger leurs culottes. C'est-à-dire qu'elles étaient cachées toutes les deux et qu'avaient pu se produire ce qui ne peut pas se produire en plein jour. Donc finalement, peut-être un lieu féministe.
voulais rebondir sur cette anecdote par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Là, c'est rigolo, elles se sont échangées leurs culottes, tout va bien. Vous imaginez ce que ça peut faire avec des parents un petit peu sensibles c'est pas du tout rigolo en fait. Ça c'est un coup à avoir un procès sur le thème du harcèlement sexuel, etc. Et les parents souvent parlent de leur enfant qui s'est fait harceler sexuellement, même en maternelle. Alors, on peut redéconstruire tout ce que ça veut dire harceler, tout ce que ça veut dire sexuel, tout ce que ça veut dire... Mais n'empêche que la pression existe aussi. Et donc, effectivement, les espaces où on se cache, ça fait pas tout le temps rire tout le monde, quoi. Moi, j'avais une question. Est-ce que dans les aires de jeu, la figure de la cabane vient de temps en temps ou dans l'histoire ou... Ouais, c'est bon. Ah, d'accord. En fait, elle est récurrente, mais en fait, elle n'a pas véritablement été prise en charge par un certain nombre de... Enfin, si, on en trouve dans des aires de jeu de Zekeli. C'est une figure récurrente, mais qui n'a pas véritablement été exploitée en tant que telle, de façon incidente. Ayo, effectivement, quand il fait la Dame des Dunes, mais c'est pas des choses qui ont été pensées en premier lieu, parce qu'en fait, il y a ce régime de forme. L'idée, c'est que ça doit être visible de l'extérieur. Enfin, ce serait ça mon hypothèse. Merci. Les cabanes sont... les gamins, ils trouvent la cabane dans la forme qui n'est pas faite pour en être une. C'est une forme de camion, par exemple. Et ben, ils vont se cacher sous le moteur. Ils font cabane là. Ils jouent à la maison, à la dinette. C'est une cabane. Alors, voilà. Alors que c'est effectivement pas fait pour. C'est drôle. L'usage, ils la retrouvent là-dedans, leur petite maison, quoi. Parce que jouer à la maison, pour le coup, c'est quand même un classique. Bon, maintenant, c'est le temps des questions. Donc, je vais passer ce temps qui nous reste au public. Je ne sais pas si il y a des questions, 3 intervenants. C'est bon, on les a eus. Ouais. J'ai pas bien saisi le terme que vous avez employé à 2 reprises, idoine. Non, c'est juste l'idée que c'est pertinent. D'accord. C'est l'idée que finalement l'aire de jeu se prête à. Voilà. Merci. Bonjour, moi je me pose des questions notamment par rapport à la place de l'adulte vis-à-vis des enfants, aussi bien dans la conception que la place des personnes, enfin du personnel enseignant ou surveillant dans les cours de récré. Je me demande déjà dans quelle mesure, du coup c'était très intéressant, alors je ne sais plus qui disait ça, le fait que en fait, les adultes volent une part de créativité en concevant des aires de jeu. Moi je me demandais si c'était possible de se retirer complètement pour laisser le jeu, comment dire, de laisser entièrement la part aux enfants. Est-ce qu'il y a quand même besoin quand même des adultes pour donner un cadre? Et ma deuxième question, c'était aussi par rapport à la place des adultes sur la cour de récréation, parce que souvent on constate qu'ils sont spatialement séparés des enfants et que ça peut induire aussi une sorte de, comment dire, forcément oui, de hiérarchie envers les adultes. Mais moi, je me demande s'il n'y aurait pas intérêt, par exemple, à encourager le fait que les enseignants puissent jouer avec les enfants, par exemple, pour leur montrer d'autres modèles de représentation. Par exemple, si une enseignante se mettait à jouer au foot, peut-être que ça pourrait plus encourager les petites filles à jouer. Voilà, c'était mes 2 questions. Céline, peut-être tu veux répondre? Moi, ce que je constate en tout cas, c'est que l'adulte est nécessaire en tant que médiateur, mais pas en tant que
garant de toutes les règles et de tout le cadre. C'est-à-dire que cette question de jeu libre et de la créativité, elle est très intéressante. Mais évidemment, les enfants ont besoin d'un médiateur à un moment. Il y a des conflits qui apparaissent, des points de tension, et c'est là que l'adulte est intéressant. Et puis aussi pour lancer des choses, pour juste venir ponctuer, enfin venir poser des objets ou poser des jeux, et puis laisser par contre les enfants s'en emparer. Et c'est assez délicat comme posture. C'est pour ça que je disais que la posture de l'adulte dans le jeu libre, elle est pas évidente, et c'est une vraie formation. Et c'est pas aujourd'hui la formation, par exemple, des animateurs de centres de loisirs. Et ce n'est pas non plus la formation des enseignants dans l'éducation nationale. Il y a un sociologue qui a beaucoup écrit là-dessus, qui s'appelle Baptiste Bespatin, qui continue à travailler dessus, et notamment beaucoup autour des terrains d'aventure, et qui est très intéressant, mais qui montre qu'en effet, c'est pas une posture évidente. Et puis après, l'adulte qui montre, évidemment, c'est ce que disait le dernier intervenant, Vincent, ça, sur la reproduction. Donc, il y a une période on va reproduire ce qu'on voit. Et évidemment, nous, les écoles où ça a été le plus accompagné, c'est des profs qui ont fait un mur de photos où ils se mettaient dans des situations qui, habituellement, sont conçues comme des situations plutôt de l'homme ou de la femme. Donc, très caricatural, mais un homme au repassage, une femme prise devant un match de foot. Et donc, c'était leur professeur qui s'était mis en scène de cette manière-là. Et donc, évidemment, ça a un poids et une valeur très forte. Je ne sais pas si vous voulez répondre. Juste pour rebondir sur la question du, effectivement, le terrain d'aventure dont je n'ai pas parlé, c'est une espèce de voix off de l'aire de jeu. C'est l'idée selon laquelle, plutôt que de faire jouer les enfants sur un terrain, le jeu va consister à construire le terrain sur lequel ils vont jouer. Donc, par exemple, il y a un très beau terrain d'aventure qui existe depuis 30 ans à Liège, et donc se sont posés dans le cadre de ce projet la question, les adultes se sont posés de c'est quoi notre rôle, et à Liège ils ont cette chose très très belle, c'est que tout enfant qui arrive sur le terrain qui est enclos, ils vont lui rappeler l'importance de respecter les autres, de respecter le terrain et de se respecter soi-même. Et du coup, ils ont passé beaucoup de temps à essayer de mettre au point ces règles minimales de vie en commun qui sont répétées à chaque fois à tous les enfants. Et après, ils sont présents pour les jeux, etc. Mais du coup, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été réfléchies ici sur ce type de terrain où finalement les enfants peuvent se mettre en danger, mais du coup, l'adulte pense véritablement en amont quelle est sa place. Moi, si je peux ajouter quelque chose là-dessus, c'est en puisant dans mon expérience de terrain sur les cas de figure où ce genre de position de l'adulte dans la cour de récréation s'est réinterrogé, c'est souvent, j'ai jamais vu ça, enfin si j'ai pu voir ça sur les questions de conflit entre les filles et les garçons, mais plus globalement sur la question de ce qu'on appelle le climat scolaire. Quand on est dans des situations où les écoles vont pas très bien, où les enfants sont nerveux, il y a beaucoup de bagarres, des blessures, des choses comme ça. Assez souvent, des grands antagonismes entre les filles et les garçons, à partir de l'élémentaire. Se pose, vous savez, l'espèce d'image que parfois on peut avoir des cours de récréation où ça ne va pas, quoi. Il y a de la violence, il y a des choses comme ça, des harcèlements et tout ça. À ce moment-là, forcément, les équipes se réfléchissent sur la position qu'ils doivent avoir, et notamment, en général, on s'en sort en étant plus interventionniste, en tout cas dans une phase, et pour enseigner finalement les façons dont on peut résoudre le conflit, trouver d'autres jeux que le foot, parce que le foot est généralement un déclencheur important de la nervosité et de la violence. Et donc, effectivement, on va enseigner à d'autres jeux de cours, on va être plus proactif là-dedans. Mais en général, le but, c'est de pouvoir, après ça, se réeffacer. Parce que, précisément, le moment de récréation, c'est un moment qui a toute sa valeur quand les enfants font à peu près au maximum qu'il est raisonnable de le faire, et ce n'est pas du 100%, mais le maximum qu'il est raisonnable de le faire, un peu corps social,
autonomes, tout seuls. Ils réinvestissent à ce moment-là des choses qu'on leur a apprises en termes de sociabilité, en termes de politesse, en termes de comment je fais pour demander à jouer, etc., etc. Alors, assez souvent, justement, on parlait de pallier l'incompétence des parents. c'est vache. Non, mais il y a des questions éducatives qui se trouvent évidemment très, très en exergue dans les cours d'école, et les équipes, forcément, se posent les questions de qu'est-ce qu'on va enseigner aux enfants. Qu'est-ce qu'on va apprendre aux enfants pour pouvoir faire un corps social qui fonctionne à peu près, même avec qui sache s'autoréguler, etc. Ça me fait penser que je trouve hallucinant que Durkheim ait pu penser que les enfants n'étaient pas sociaux. Il n'en a jamais vu. Hein. Enfin, ça paraît aberrant quand même, mais bon. Oui, j'étais venu ici un peu sur un contresens. J'avais pensé que vous parliez aussi des discriminations sociales. C'est peut-être une question de génération. Hein. Bon. Mais je suis un peu étonné quand j'ai vu les nouveaux éléments de jeu qui sont installés. Vous êtes un élu. Je vois que dans les parcs publics, c'est pas ça du tout qu'on installe. Hein. On installe encore des toboggans, des balançoires traditionnels, que des trucs comme ça. Hein. Bon, en ce qui concerne le foot, je pense que c'est révélateur de la société. C'est la société qui rentre dans l'école. Hein. Il suffit d'ouvrir la radio. Moi, j'aime pas le foot, mais je suis au courant quand il y a les Coupes du Monde, je suis au courant de tout un tas de machins, j'entends des noms de joueurs, parce qu'on est harcelé avec ça. Et donc, les enfants, ils amènent ça dans l'école, c'est normal. Alors aussi, il y a quelque chose que, dans ce qui a été dit, c'est que je pense que les cours d'école ne sont pas les mêmes dans les villes et dans les campagnes. Bon, moi, j'ai fait mes études il y a longtemps, dans des lycées parisiens où il y avait des cours qui étaient de belle taille. Maintenant, il faut voir un peu les cours rikiki qu'on fait dans les nouveaux établissements. Et à côté de ça, moi j'ai vu, là où ma fille a fait des études supérieures à Lorient, où il y avait une cour, alors là, je ne vous dis pas, là, bon, c'est absolument gigantesque. Donc les problèmes ne sont pas du tout les mêmes. Hein, donc je pense qu'on ne peut pas non plus généraliser. Hein. Voilà. Il y a là-dessus. Allez-y. En tout cas, juste une observation sur 3 cours de récréation sur lesquels on a travaillé au collège dans le Val d'Oise. Donc, où on a dans le Val d'Oise des situations très urbaines et des situations presque rurales, en tout cas sur du périurbain. Donc, ce que vous pouvez décrire de cours qui sont beaucoup plus denses, où on a un nombre de mètres carrés par élève beaucoup plus faible et d'autres plus importantes. Et on a constaté que la violence perçue et le mal-être perçu par les élèves étaient directement liés au nombre de mètres carrés qui leur étaient octroyés. Donc, en effet, c'est un des facteurs, mais ensuite, nous, on travaille en milieu urbain comme en milieu rural, et on peut quand même retrouver des stéréotypes de genre et des activités, des usages qui vont se reproduire en milieu urbain comme en milieu rural, même si on a des cours plus grandes ou même si on a un espace de nature, de forêt qui est à proximité ou qui est fréquemment utilisé par les élèves. Alors, précisément, les toboggans et les balançoires, je pense que c'est relativement des équipements qui ne sont pas plus utilisés par les filles ou par les garçons que réciproquement. Là, en tout cas, je ne l'ai pas observé, ça mériterait d'aller au-delà. Le foot, effectivement, il est très important dans notre société latine. Il a aussi un autre aspect, hein, c'est que en fait, c'est quand même un sport, enfin, c'est un jeu collectif qu'on peut faire avec extrêmement peu de choses. C'est 2 blousons pour faire les buts et puis un ballon. Voilà. C'est pas comme le basket où il faut des structures métalliques importantes. C'est pas comme le hand où il faut un terrain et puis des ballons différents et un terrain bien rebondissant, etc. C'est quand même pour ça que même dans les pays beaucoup avec très peu de, enfin ça prend aussi pour ça. C'est pas complètement dénué justement d'un côté social de ce point de vue-là. Au Brésil, évidemment, le foot à coup de, il n'y a même pas de ballon, c'est pas grave, on utilisera autre chose. Mais en tout cas, il y aura quand même du foot parce que vraiment avec deux Havaianas, là, 2 tongs, on y arrive. La taille de la cour, c'est un facteur extrêmement important, évidemment. À Paris, elles sont relativement petites. Et encore, moi, ce qui m'étonne, c'est justement que, globalement, toutes les écoles parisiennes ont quand même des cours
qui sont petites, mais parfois pas si petites que ça d'ailleurs dans certains cas, mais voilà, qui ont quand même des vrais beaux espaces extérieurs. La cour de mon école est petite, elle fait que de 270 mètres carrés. C'est une petite cour d'école. Bon, et pourtant, il y a un énorme appel de l'enseignement privé, qui pour le coup parfois n'a pas de cours du tout. Et ça me sidère. C'est-à-dire que malgré, que des familles puissent faire le choix de mettre leurs enfants dans des endroits où il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas tout ce qu'on a parlé là de outdoor tout au début en introduction, qui est quand même un sujet super important pour les enfants. Et ben c'est passé sous, voilà, c'est gommé. Et tant pis, ils iront au square faire du toboggan et de la balançoire à la sortie. Enfin, c'est quand même des équipements publics du coup qui vont être utilisés pour ça. Est-ce qu'il y a moi, j'avais juste une petite question et savoir ce que vous pensez de... est-ce que l'espace de la cour, il induit aux enfants à correspondre à des normes genrées, et est-ce que ça entraîne... est-ce que vraiment cet espace, il entraîne... il met en lumière le caractère binaire, en fait, de la société? C'est un peu une question large. Mais je ne suis pas sûr que la cour ait quoi que ce soit à voir avec ça. Enfin, c'est ce que dit monsieur, c'est une cour d'écho de la société. Et c'est peut-être lui faire porter beaucoup que d'imaginer qu'on y renverserait ces relations. Il me semblerait qu'on peut difficilement faire reposer uniquement sur la conception de la cour la modification de rapports sociaux qui sont inculqués à tous les moments de la vie. Et donc effectivement, il faut repenser ça, mais ça ne me semble pas le lieu unique où ça puisse se passer. Pour le coup, je pense que dans la première intervention, c'était la conclusion de la dernière partie de la première intervention était pour moi vraiment très précise sur ça et exactement le bon sujet. L'endroit où il y a effectivement on inculque la binarité sans se poser de questions, qu'on a créé complètement un impensé sur le sujet, c'est les toilettes. Voilà, ça c'est sûr. Là, on est en plein dedans. Voilà. Et effectivement, comment on repense cet espace-là en particulier, et puis pourquoi pas tous les espaces aux alentours, en fonction des identités différentes que l'on peut avoir, en fonction du moment dans lequel on est, de l'âge, de l'évolution, etc. Qu'est-ce qui est le plus saillant? Est-ce que c'est vraiment d'avoir des testicules et des ovaires, ou est-ce que c'est de mesurer 1m10 ou de mesurer 1m50, de peser 60 kg ou d'en peser 20? Il y a peut-être des distinctions qui sont plus massives et plus importantes finalement à penser là-dedans. Mais c'était très bien dit en première partie des interventions. Il y a une... Bonjour, j'ai deux petites questions. Je voulais savoir d'abord s'il y avait des sollicitations d'élus, notamment en mairie, pour justement construire des espaces de jeu, des espaces dédiés aux enfants un peu différents de ce qui est fait habituellement. Et puis je voulais savoir aussi s'il y avait des expériences de co-construction avec des enfants de cours d'école ou d'aires de jeu, et ce qui avait pu ressortir de ces expériences-là, notamment au niveau de la question du genre ou d'autres choses. Céline et le collectif ici font partie de ces acteurs. Oui, du coup, c'est un peu ce qu'on fait au quotidien. Mais comme tu n'as pas montré d'image, je pense que le fait que tu n'aies pas montré d'image, faut que les gens aillent sur votre site internet ou aillent prendre votre livre Travaux d'école. Mais en fait, c'est ce que fait ce collectif d'architectes. Je te passe la parole, Céline. Ouais. J'ai volontairement pas voulu mettre d'image pour que puisse plus se concentrer sur le contenu, parce qu'en fait, comme on le disait, les formes n'ont parfois rien à voir là-dedans, donc et souvent rien à voir là-dedans. Donc les photos, pour moi, sont pas forcément parlantes. À la limite, ça nous aurait peut-être remis dans l'ambiance de ce qui est une cour d'école, mais c'est tout. En effet, après, on a des projets qui sont
présents sur les sites internet, donc c'est possible de constituer tout ça, l'ouvrage travaux d'école aussi. Voilà, et après, il faut pas se leurrer quand on dit aussi que c'est la société qui entre dans l'école. En effet, tout ce qu'on fait avec les enfants, c'est de déconstruire aussi ce qu'ils amènent comme premier avis, qui n'est jamais le plus intéressant, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils me racontent ce qui se passe dans la cour d'école, qu'ils me racontent comment ils l'utilisent, mais pas forcément ce qu'ils veulent y voir, parce que forcément, ils veulent peut-être un terrain de foot en gazon synthétique ou des miroirs pour pouvoir se regarder avec les copines. Et donc, on reproduit exactement, massivement ce qu'on peut voir dans la société. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de déconstruire ça avec eux et de déconstruire ces formes-là et de se dire, bah, en fait, si le terrain de foot, il était en miroir aussi, enfin, et d'être sur du détournement qui est beaucoup plus intéressant voilà. C'est pour ça que c'est des ateliers souvent beaucoup plus longs qu'une concertation où on fait une petite maquette et on récolte les envies. Je crois que la question était, qui est ton commanditaire? Est-ce que c'est l'éducation nationale, le directeur de l'école, ou est-ce que ce sont les élus? Je crois que c'était la question qu'elle posait. L'éducation nationale ne paye pas les espaces dans lesquels évoluent les enfants. Ce sont donc les collectivités territoriales qui assument pleinement. On pourrait imaginer qu'à travers des dispositifs spécifiques, l'éducation nationale pourrait financer des formations ou éventuellement des ateliers qui sont menés avec les enfants. Mais la modification des lieux dépend vraiment des collectivités territoriales qui sont propriétaires des lieux. Et dans les élus qui te contactent, c'est la personne responsable de la petite enfance ou c'est la responsable des droits des femmes? Enfin, c'est qui c'est qui vient, qui vous pose cette question? Ben, c'est toujours très différent. Ça peut être, dans les petites communes rurales, c'est le maire, hein, parce que de toute façon, il n'y a que lui. Sinon, parfois, c'est porté par les affaires scolaires. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est qui est l'interlocuteur principal, ils ont le chef de projet. Et c'est très variable. On a des collectivités où c'est la direction de l'urbanisme et d'autres où c'est uniquement la direction de la voirie parce que ce n'est pas considéré comme un enjeu bâtimentaire. Donc, on a remis ça sur, bon, en fait, il faut qu'on enlève du bitume et puis c'est tout. Et donc, nous, il y a une première partie de notre commande qui est écrite dans notre méthodologie qui est de constituer l'assemblée d'acteurs, mais déjà de gouvernance qui va pouvoir suivre le projet et qui souvent, évidemment, ne peut pas se faire sans les affaires scolaires et sans l'éducation nationale non plus. Donc, toute la lutte, c'est d'arriver à ce que l'éducation nationale donne des heures à ses directions et surtout à ses enseignants pour qu'on puisse aussi en même temps avoir des réunions sur ces espaces scolaires, puisqu'en fait, la question des espaces est souvent reléguée à la collectivité et donc l'éducation nationale ne donne pas du temps à ces professionnels pour pouvoir réfléchir à leurs espaces. Et ça, c'est un grand sujet. Thomas, en tant que directeur et élu. En tant que directeur et élu. Alors, si j'essaie de répondre du coup à la question telle que moi je l'ai comprise, est-ce qu'il y a des réflexions côté mairie sur le fait d'implanter d'autres formes de jeux, d'aires de jeu? Oui, bien sûr. Alors, au niveau des affaires scolaires, justement, il y a cette démarche qu'on appelle la cour Oasis, dont j'ai parlé, qui part effectivement de ce genre de démarche, hein, donc concertation, etc., etc. Et là, pour le coup, c'est toute la communauté éducative de l'école qui est consultée. Ça ne va pas jusqu'aux ateliers qui nous sont proposés. C'est peut-être des prolongations, des prolongements qui seraient intéressants de travailler, parce que effectivement, c'est bien plus l'usage qu'auront les professionnels des espaces que les espaces eux-mêmes qui sont intéressants à faire évoluer. Je pense en l'occurrence là à une école que j'ai eu le loisir de visiter, qui se trouve par hasard dans le 10e, mais ça n'a rien à voir avec ça parce que c'était dans le cadre de mes fonctions professionnelles, qui est l'école du Faubourg de Saint-Denis, et où sur le temps de Méridien, justement, plein de pôles étaient organisés, dont un pôle de danse, dont un pôle d'autres jeux, dont un pôle de cuisine aussi, etc. Et donc effectivement, il y avait ce côté de pouvoir valoriser la compétence des uns et des autres
et pas seulement celle du foot. Donc il y a voilà, c'est vraiment une question d'usage. Et puis sur l'espace public en dehors des écoles, il y a aussi des choses qui sont faites. Alors, pas sur le prisme du genre, j'en ai pas vu en particulier, parce que, encore une fois, les jeux eux-mêmes sont pas très genrés. Hein. Enfin, je vois pas de choses massives là-dessus. Ce qui se fait beaucoup, par contre, maintenant, c'est de les rendre inclusifs, c'est-à-dire qu'ils traitent la question du handicap, qui est une autre forme de discrimination très importante dans l'espace public, évidemment. Moi, j'avais une question pour Vincent. C'était par rapport au Japon. Donc, on a compris pourquoi les Américains créent des espaces de jeu. Pourquoi est-ce que les Japonais en mettent autant? C'est quoi leur idéologie derrière ça? En fait, la raison, c'est que en 1923, au Japon, il y a eu le séisme du Kanto qui a détruit la plaine de Tokyo et Yokohama. À la suite de quoi, il y a eu des incendies. Il y a eu plus de morts du fait des incendies et puis également des pogroms de Coréens. Et à la suite de ça, en fait, il y a une loi d'urbanisme qui a été promulguée qui fait que chaque maison qui était construite devait être à moins de 500 mètres d'une place sur laquelle la population peut se retrouver en cas de catastrophe. Et en fait, c'est quand j'ai fait ces recherches au Japon que j'ai compris pourquoi est-ce qu'effectivement en France il n'y avait pas d'aire de jeu, pourquoi il y en a eu beaucoup, pourquoi il y a beaucoup de terrains d'aventure en Angleterre et à Londres, pourquoi il y en a eu beaucoup à Amsterdam. En fait, c'est parce qu'il y a eu des terrains de jeu là où il y a eu des destructions. Et en fait, c'était un souci de reconstruction. Et en fait, au Japon, tous les 50 ans, il y a eu le séisme du Kanto, la Deuxième Guerre mondiale et Fukushima. Et après Fukushima, ce qui a changé, ce n'est pas le design des éléments d'aire de jeu qui sont aussi normés qu'elles le sont maintenant ici. Ce qui a changé, c'est le design du mobilier urbain, où les bancs, par exemple, vont se transformer en bras zéro, ou sur les places sur lesquelles les enfants vont jouer, il y a des toilettes qu'on ne repère pas, mais tout est équipé pour transformer ça en toilettes. Les pergolas vont se transformer en abris pour personnes blessées. Et en fait, les places de jeu, ces places qui ont continué à être... à partir des années, je crois que c'est 80, cette loi ne marche plus au Japon de garder une place, parce qu'en fait, il y a des designated areas, donc chaque Japonais sait où il ou elle doit aller en cas de tremblement de terre. C'est là que les Européens au Japon ont eu très peur pendant Fukushima, parce qu'ils ont vu les Japonais se diriger sur les lieux, donc ils ont compris là c'est vraiment très très grave. Et donc toutes ces places sont restées, et quand elles sont refaites, c'est pour préparer la catastrophe suivante. Et à partir de ce moment-là, en fait, après 1923, le Japon a fait ce que le Japon a toujours fait, comme quand ils ont repris l'écriture en Chine, quand ils ont repris le code militaire, le code Napoléon en Europe, ils ont importé le modèle du playground, ils ont traduit tous les auteurs, ils ont reproduit les formes. Merci. Ce que je voulais dire, au Japon, ils n'ont pas du tout la même culture que nous. Hein. Au Japon, vous laissez un objet, il n'est pas saccagé au bout de 3 semaines. Hein. Oui, bon, je veux dire, c'est quand même complètement différent. Moi, j'ai vu un temple qui était ouvert, il n'y avait même pas de porte. Et puis j'ai dit à la guide, mais c'est pas gardé. Elle m'a dit, ça ne sert à rien. Comment ? Elle m'a dit, ça ne sert à rien qu'il soit fermé la nuit. Ça ne sert à rien. C'est pour ça que les aires de jeu très anciennes sont gardées, en fait, parce qu'elles ne sont pas abîmées et elles sont conservées. Et même si la population décroît, les Japonais sont très attachés à ça. Et du coup, c'est conservé quand bien même il n'y a plus d'enfants dans les quartiers. Oui, alors ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus minimiser l'imagination des enfants. Dans les années 70, on a construit énormément de collèges et il était obligatoire à ce moment-là on commandait une œuvre d'art à un artiste. Et vous avez pu imaginer ce qu'ils en ont fait, les enfants. Hein, alors, il y a des artistes que ça a vexé, d'autres qui ont trouvé ça très bien. Bon, et dans le public, c'est pareil. Et quand je pense à la place de la Nation et la statue de Dalou, ça sert d'espace d'escalade. Hein, voilà. Bon, et ben, c'est ça, les jeux aussi. Hein. Bon, moi, je pense qu'on va clore la soirée. Merci Céline, merci et à très bientôt. Et je remercie nos invités. Antonella est partie un petit peu à l'anglaise parce qu'il y a un peu des soucis dans son université, donc elle est obligée de rejoindre l'université pour vérifier que tout va bien.
en tant que directrice de Saint-Charles. Mais elle vous remercie beaucoup et on vous attend pour la prochaine séance qui se fait, je crois, vers le 13 avril, si je ne me trompe pas. Donc ce sera la dernière séance de ce cycle de cette année. Je vous remercie beaucoup et rentrez bien. J'espère que vous n'aurez pas de problème de transport.